Aujourd'hui, c'est notre quatrième soirée discussion sous le thème Gérer son stress et conserver sa motivation au cycle supérieur. Avec nos invités, professeur Émilie Tremblay-Aurac, c'est une professeure à l'Université du Québec à Montréal et cofondatrice de Taisez-vous. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Monsieur François Côté, conseiller en orientation à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour. Bonjour. Et Madame Marie-Ève Landry, psychologue et conférencière. Bienvenue, bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Bonjour tout le monde. Et Madame Marie Touniang, c'est doctorant PhD, en fait, elle a eu son doctorat et enseignante à l'Université de Saint-Paul. Merci d'avoir. Bonjour Marito. Et merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans plus tarder, juste quelques consignes pour notre soirée discussion. Officiellement, la durée de notre soirée, c'est presque 1h30, mais on a quand même 30 minutes de discussion après au public. Il se termine jusqu'à 19h. Les micros et les caméras, au début, ça sera fermé, mais on peut l'ouvrir à la fin dans la période de 30 minutes de discussion. Vous pouvez interagir directement avec nos invités. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours nous écrire en chat. Cette soirée discussion sera animée par mes 3 collègues. Jessica Iwakim, c'est notre vice-présidente et elle est doctorante en pharmacologie et psychophysiologie à l'Université de Montréal. Allô Jessica. Mélanie Lebert, c'est notre responsable de communication. Elle est étudiante au doctorat en sciences de réadaptation de l'Université de Montréal et elle travaille aussi dans le laboratoire de l'incontinence et vieillissement. Salut Mélanie. Et je termine avec notre dernière animatrice, c'est Amélie Brisebois, c'est notre secrétaire. Elle est étudiante au doctorat en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue Jessica. Bonjour à tous. On va commencer par faire un peu une présentation puis un tour de table avec nos invités. Donc, je voulais commencer par, encore une fois, vous remercier d'être présents aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation. On pourrait passer un après l'autre pour discuter de un peu comment vous êtes arrivés à ce que vous faites maintenant, quels étaient vos moments marquants pendant votre carrière et qu'est-ce qui vous a motivé à regarder un peu plus l'aspect de stress ou avoir accepté en fait l'invitation aussi en même temps d'aujourd'hui. Donc, on pourrait passer un peu comme dans l'ordre de présentation que Asma a dit. On pourrait commencer avec le docteur Bragg, puis par la suite, on ira aux autres qui suivent. Merci pour cette belle présentation. Je préférerais qu'on m'appelle Émilie, si ça te va, Jessica. Ça me gêne un peu. Donc, moi, c'est Émilie. Ça me fait plaisir de vous voir. Ben, je ne vous vois pas. Vous avez les caméras fermées, mais ce n'est pas grave. Je vais m'adresser à vous quand même. Moi, j'ai fait un bac, une maîtrise, un doc, un postdoc en éducation. Donc, c'est sûr que je n'ai pas le profil psycho-gestion du stress dans mon background, mais je vais quand même vous parler au niveau de la motivation en éducation, en fait, parce que je me suis intéressée quand même à ça pendant mon doc, mais je pense que l'intérêt de m'avoir invité aujourd'hui, si je comprends bien, c'est surtout pour mon expertise en lien avec la rédaction scientifique et comment pouvoir gérer son stress par rapport à la procrastination, etc., les dépôts à rendre, la gestion avec son comité de recherche. Donc ça, je pense que je vais avoir beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mes éléments marquants de ma vie, c'est sûr que la cofondation de l'organisme à but non lucratif Taisez-vous, c'est un gros moment de mon parcours au doctorat. Donc, j'ai cofondé ça avec une collègue pendant que j'étais au doctorat, puis ça a été un grand moment. J'ai participé à beaucoup de concours aussi quand j'étais au doc, puis ça m'a beaucoup alimenté. Ça m'apportait du bon stress. Donc ça, peut-être qu'on pourra en reparler. J'ai beaucoup aimé, j'ai carburé à ça. Et mon implication dans différentes activités étudiantes, bénévoles, etc. aussi, ça peut être une belle façon de se garder motivé. On peut passer avec François Côté, puis on continuera.
Donc, merci. Merci de l'invitation. Je trouve que c'est toujours pertinent des rencontres comme ça pour parler de ces thèmes-là. Donc, ça m'a toujours interpellé, là. Ça me trouve une belle question que tu nous poses ce soir là, moi, je suis conseiller d'orientation depuis déjà 12 ans à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, tu sais, même déjà, dès le départ, là, tu sais, moi, dans le fond, mon travail, c'est d'accompagner les étudiants dans leur cheminement. Puis oui, aujourd'hui, on parle plus des étudiants de cycle supérieur, mais ça reste l'ensemble de la population étudiante que j'accompagne dans leurs défis. Puis tu sais, souvent on pense au conseil d'orientation, puis rapidement on pense au changement de carrière ou au changement de programme, mais c'est pas nécessairement le cas, tu sais, tout le temps. Là. Dans le fond, c'est beaucoup de l'accompagnement dans la réussite du projet, parce que souvent on dégage les enjeux qui sont rencontrés par l'étudiant, on positionne un peu qu'est-ce qui fait du sens pour lui ou qu'est-ce qui faisait plus de sens au départ, qu'est-ce qui fait qu'il s'est éloigné de l'objectif qui s'était donné au départ. C'est vraiment moi ce qui me fascine le plus, c'est de voir l'accompagnement individuel, de voir comment c'est vécu aussi, parce que des fois, il y a des thèmes qui reviennent tu sais, souvent, c'est des thèmes communs qui reviennent d'une fois à l'autre, mais c'est tellement vécu de façon différente par tout le monde que c'est jamais pareil finalement. Puis c'est de voir comment est-ce qu'on peut rendre ça le plus tangible possible dans le projet, comment on peut les aider à mettre ça en œuvre. Donc, moi, c'est vraiment ce qui me fascine le plus. Puis, ça m'a amené, oui, je fais de l'intervention individuelle, mais ça m'a amené clairement dans mon parcours, puis dans les dernières années aussi, à aller vers de l'intervention un peu plus aussi de groupe. J'anime les ateliers Corsa qui ont été développés par le groupe de recherche avec Simon Grégoire à l'UQAM. Donc, depuis 2016, j'anime les ateliers. Donc, c'est des ateliers pour vivre le stress autrement. Avec ma collègue, travailleuse sociale. Aussi, on a un groupe de travail là, auprès des étudiants des cycles supérieurs là, on a mis en place avec ma collègue aux bourses d'excellence et à l'aide financière, puis avec la collaboration des étudiants. Donc, tu sais, il y a des événements qui m'ont amené à me mettre en action en fonction de ce qui, pour moi, fait du sens. Là. Donc, les thèmes de la réussite, ça me touche. La santé globale, ça me touche beaucoup. La réussite au sens large, je me dis, les enjeux de motivation, ça m'a toujours interpellé. Puis, tout ce qui est transition, mettons, interordre, intercycle, c'est des thèmes qui me fascinent pas mal, je dirais. Fait que je pense qu'on pourra avoir une bonne discussion ce soir. Merci beaucoup. On peut passer à Dr. Marie-Ève Landry. Merci. Je ne suis pas docteur, je suis désolée. psychologue. J'ai diplômé il y a 2 ans, il y a 20 ans cette année. Donc, en 2002, je sortais de l'Université Laval avec ma maîtrise à l'époque et c'est ça, je suis devenue psychologue à ce moment-là. Avec une spécialité en psychologie clinique. J'ai été formée pour traiter la dépression majeure. Donc, on comprend que dépression implique anxiété par le fait même. Donc, depuis 2002, c'est ça, je fais de la clinique. Donc, j'accompagne les gens en individuel et également, je donne de la formation depuis 2002, des conférences, des ateliers sur le thème principalement du savoir-être. Donc, j'ai 2 chapeaux. J'ai le chapeau de psychologue organisationnel parce que quand on parlait d'événements marquants, je ne savais même pas en 2002 que la psychologie organisationnelle, ça existait. Je pense qu'il y avait juste l'Université de Sherbrooke qu'on pouvait avoir une formation en psychologie organisationnelle. Mais mon premier poste a été de coordonner un programme d'aide aux employés. Et c'est là que j'ai découvert les problématiques de santé mentale en entreprise. Et là, j'ai plongé et j'ai développé l'expertise sur le terrain. Au niveau du volet clinique, ça fait 20 ans aussi que j'accompagne des gens. Fait que là, quand on parle de stress, d'anxiété, d'épuisement, les besoins sont énormes. Donc, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes là, dans le traitement de ce type de problématique. Fait que j'arrive avec ce bagage-là aussi. Et au niveau de la motivation, mobilisation, dans mes interventions, j'ai développé en organisationnel une expertise justement sur les diagnostics de mobilisation. C'est quoi les facteurs clés pour mobiliser les gens et motiver les gens au travail? Et moi, j'arrive avec ce chapeau-là très, très terrain aussi. Là, les 2 volets, les 2 chapeaux terrain où il y a du stress qui entre en jeu ou devient sujet dans peu importe l'accompagnement que je fais. Là. Que ce soit pour développer des leaders qui veulent développer leur leadership, qui accèdent à des nouvelles fonctions. Le stress devient plus important, la pression aussi, besoin de performer. Donc, voilà. C'est avec tout ça que j'arrive ici. Merci beaucoup.
On va passer avec Maritou Niang, donc Dr. Niang. Oui. Marietou, c'est bon. Donc, moi, j'ai un bac en fait en sciences sociales, bac multidisciplinaire en anthropologie et sociologie. Puis après, j'ai fait une maîtrise en santé communautaire et ensuite un doctorat en santé communautaire en m'intéressant aux innovations sociales. Je vais dire que dans ce panel, je vais être l'experte du vécu peut-être parce que c'est en février que j'ai vraiment gradué. Donc, je suis en un moment de transition, disons aussi, qui est très problématique pour les étudiants au cycle supérieur. Je pense que le moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment problématique, c'est durant la pandémie. En fait, après la première vague, j'avais un colloque où je devais j'avais proposé de présenter sur mon vécu durant la pandémie, donc les défis que j'ai eu à affronter. J'ai fait une auto-ethnographie. Puis là, j'ai commencé à lire beaucoup de rapports au Canada, puis je voyais les chiffres, c'était catastrophique pour le stress, pour la santé mentale des étudiants au cycle supérieur. Donc, je me suis dit, bon, finalement, on pense qu'on est seul, mais c'est comme un problème commun, c'est quelque chose qu'on vit, puis on n'en parlait pas, je ne me rappelle pas d'en avoir parlé durant tout mon parcours doctoral en classe, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais dans les rapports, ça existe. Donc, je me suis posé cette question, puis en fait, ce que je faisais avec ce colloque, c'était de dire, OK, finalement, moi, j'ai vécu du stress. Je sais que j'ai deux petites filles que je devais gérer avec mon doctorat que j'écrivais. Donc, c'était vraiment beaucoup de stress que je vivais. Mais je ne suis jamais allée consulter. Je n'ai jamais utilisé des ressources et je me posais cette question, pourquoi? Et je sais que je ne suis pas la seule. Ça doit être peut-être tous les étudiants du second cycle. Puis je me suis posé aussi la question à savoir la pandémie, mais aussi il y a plein de choses qui se sont passées durant la pandémie sur les luttes antiracistes. Donc, il y a tellement de choses qui sont arrivées de mon vécu, mais de qui je suis aussi, qui ont fait que j'ai réfléchi, est-ce que les ressources sont assez, est-ce que les ressources sont accessibles pour des personnes comme moi? Donc, des choses comme ça que je me suis posée. Et je pense que c'est de là que c'est parti mon intérêt pour le stress que vivent les étudiants au cycle supérieur, mais également sur la question de la motivation. Qu'est-ce qui nous tient motivés quand on est dans ces études-là, avec tout ce qu'on vit? Bon, des fois, je me dis, mais comment j'ai fait pour écrire tout ça? Quand je le relis, c'est comme difficile à relire une thèse de doctorat qu'on a écrite. Donc, il y a du stress qui est vécu, mais comment on est passé à survivre et tout, je pense que ce sont des éléments et j'aimerais bien entendre les autres qui travaillent sur le terrain avec des personnes, donc ça va être intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Maritou. Comme vous pouvez voir, on a quand même un panel qui est très diversifié, dont les expertises sont vraiment complémentaires au final l'un avec l'autre. Donc, je pense que la conversation qu'on va avoir aujourd'hui va être très enrichissante, très intéressante. Je pense qu'on devrait continuer directement sur la deuxième thématique, comme ça on aura le plus de temps possible pour répondre aux questions des gens du public, puis en même temps discuter un peu plus en détail du stress, de la motivation, puis possiblement de d'autres aspects aussi qui peuvent intéresser les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Excellent. Ben, merci, Jessica. Puis, c'est ça, par rapport à vos différentes expertises, fait qu'il y a plusieurs angles sur lesquels on peut l'aborder, le stress. Mais justement, quand on pose la question, c'est quoi les principales sources de stress au cycle supérieur, que ce soit celles que vous ayez vécues vous-même ou celles que vous avez vues par des patients en clinique ou par des groupes de jeunes qui se posent des questions. Ma question serait un peu double. Premier volet, c'est quoi ce stress-là? Il découle de quoi? C'est quoi ses sources? Puis après, mais maintenant qu'on l'identifie, qu'est-ce qu'on fait avec? S'il y a des trucs et astuces, des techniques plus à long terme, qu'est-ce qu'on fait avec ce stress-là? On peut reprendre le même ordre que tantôt. On peut commencer par Émilie. OK, parfait. Je pense, moi, de ce que j'ai vu, là, ayant été doctorante, puis maintenant, j'ai encore 8 étudiants supérieurs, c'est de la rédaction. C'est sûr que je trouve que c'est un des gros stress de faire face à le syndrome de l'imposteur par rapport à la rédaction, puisqu'on n'a jamais eu nécessairement de formation à l'écriture scientifique. Donc,
qu'on est habitué au bac, au cégep, de faire des travaux qui étaient d'une certaine longueur, 5, 10 pages maximum. Puis quand on se confronte à la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse, c'est vraiment ça accroche. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas des auteurs, donc on aime la recherche, mais qu'il faut passer ça par la rédaction. Certaines personnes aiment d'amour la rédaction, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Puis je pense que c'est bien de le dire parce que souvent les gens pensent que parce qu'on est au doctorat, c'est parce qu'on aime écrire. Pas nécessairement. Moi, ce n'était pas ma motivation première d'aller au doctorat d'écrire la thèse. Donc, ça, je pense que c'est le premier gros enjeu auquel les étudiants se confrontent rapidement. Deuxième, c'est la solitude au moment où on arrive en période de rédaction de thèse. Donc, on a eu les séminaires, on a eu plein de cours, puis on se motive parce que nos cours, c'est généralement intéressant d'apprendre plein de choses, on rencontre des gens, et là, paf, on n'a plus rien, on n'a plus personne qui nous soutient, sauf notre direction de recherche. Et là, c'est la géométrie variable, la relation avec la direction de recherche. Donc, c'est mon troisième point que je voudrais dire. La difficulté que certaines personnes ressentent là, par rapport à leur relation avec la direction de recherche. Des fois, c'est facile, des fois, c'est très, très, très difficile. Le seul grand truc qui rejoint mes 3 difficultés, c'est de s'entourer. C'est peut-être la seule chose que j'aurai à dire aujourd'hui, puis j'aurai beaucoup de choses à dire plus tard dans la prochaine question, là, le prochain thème. Moi, ça a été vraiment, vraiment aidant. Pourquoi j'ai créé Taisez-vous, c'était un peu ça. C'était qu'on était dans des cafés, on est tout seul chez nous dans notre sous-sol. Puis là, c'est long. C'est long parce qu'une thèse, c'est vraiment long à écrire. Juste faire des références, ça peut prendre 3-4 jours. Donc, imaginez écrire le chapitre discussion. Et on a toujours l'impression qu'on va avoir fini demain, mais on n'a jamais fini demain. Donc, quand on s'entoure de personnes qui vivent les mêmes réalités, ça a été ma source de motivation. Et maintenant, je le vois que ça se répercute sur plusieurs étudiants en cycle supérieur. Donc, je vous recommanderais de vous structurer, de vous entourer, mais structurer, c'est pas, c'est pas banal aussi parce qu'il faut structurer aussi sa rédaction et structurer son environnement social pour s'entourer de personnes avec qui on aime rédiger. Excellent, merci. Je vais poursuivre. Oui. Merci. Très intéressant. Merci, Lily. C'est vrai, vraiment, le sentiment d'isolement, ça fait vraiment partie des défis rencontrés. Moi, dans le fond, de ce que j'observe dans mes rencontres individuelles, surtout de la réalité des étudiants vécus, c'est sûr que le stress, ça vient avec. Hein? Le stress, ça vient avec les études de cycle supérieur. On peut pas difficilement s'en échapper, mais c'est plus de comment on peut apprendre à vivre avec, puis quelle stratégie on peut se donner pour passer au travers sans que ça vienne trop nous contaminer, mais ça devient comme un peu inévitable. D'entrée de jeu, en présentation, je parlais justement que toutes les situations sont quand même singulières, que les individus vivent à leur façon, mais il y a quand même, moi, ce que je remarque aussi, c'est en plus des thèmes qui ont été soulevés par Émilie, il y a quand même des thèmes communs, des enjeux qui reviennent souvent d'une personne à l'autre au cycle sup. Il y a l'élément beaucoup de temps. Le temps, la notion du temps maintenant, dans le ici et maintenant, dans toutes les tâches que j'ai réalisées, est-ce que j'aurai assez de temps aussi dans les multitâches que j'ai à faire au cycle sup, parce qu'il y en a plusieurs, puis il y en a des très diversifiés, puis il y en a beaucoup de nouvelles aussi. Il y a celle des cours qu'on a, mais ça, c'est quand même plus du connu parce qu'on a déjà vécu ces éléments-là, mais il y a quand même beaucoup de tâches à faire derrière, mais tous les éléments en lien avec les implications en parallèle, la rédaction, on en a parlé tout à l'heure aussi, la rédaction, la gestion du temps à ce niveau-là. On a parlé de planification, organisation qu'on peut arriver à faire, mais gérer tout ça, on a parlé, tantôt, Marie-Pou parlait de oui, je suis étudiante, mais j'ai une vie familiale, personnelle, puisque la diversité de la population, la réalité des étudiants au cycle sup, c'est vaste, là. Donc, on peut avoir une réalité qui nous est propre, puis on a d'autres trucs à côté aussi. Donc, la gestion du temps maintenant, mais aussi toute la perception du temps dans le moyen terme, si on peut dire ça comme ça. Je m'inscris dans un processus qui va durer combien de temps, puis ça fait déjà longtemps que je suis aux études. Est-ce que je vais finir par m'en sortir? J'y crois-tu encore? Puis là, ça vient se mixer avec d'autres
enjeux qui sont des fois l'insertion professionnelle. Donc, ça peut soulever des questionnements. Je fais tout ça pour rien? Où est-ce que ça va mener? Ça va-tu mener à l'objectif que je veux? Puis le temps, ben, il vient aussi s'entrecroiser avec souvent le thème du financement parce que ben, il y a un financement pour toute la durée des études. Si le temps, c'est pas là. Ça en fait quand même beaucoup. Puis là, mais ça en est quelques-uns. Mais, on parlait de la communication avec l'enjeu de communication. Des fois, bon, ben, on s'insère dans un système, des fois qui est un groupe de recherche. Communication, ça peut être avec des collègues à l'interne, des partenaires à l'externe aussi, puisque les regroupements de recherche peuvent, si en est une preuve, on collabore avec plein d'autres partenaires, mais aussi avec notre direction de recherche, la communication, ça se passe comment? Donc, il y a ces éléments-là, mais derrière ça, c'est comment c'est vécu. Qu'est-ce que je me dis aussi derrière tous ces enjeux-là? Donc, la notion du temps, je vais-tu y arriver? Je vais-tu être capable? Je vais-tu me trouver un travail? Donc, c'est beaucoup les pensées qui sont associées à ces thèmes-là. Puis, quelle émotion ça soulève aussi, finalement, parce que ça peut m'amener à appréhender l'avenir quand même. Donc, je vis tout ça en même temps. Tout ça, ça vient se mélanger souvent. Là, ça devient comme une grosse boule. Des fois, oui, je peux avoir des appréhensions. Ça peut se transposer comme une sorte de peur, de certaines craintes aussi face à l'avenir ou à est-ce que je vais être en mesure de réaliser. Des fois, ça peut être la culpabilité de devoir faire des choix plutôt que d'autres. Donc, ça peut être même sensitif. Souvent, si on le voit, là, ça apparaît même. Il y a des étudiants que je vois dans mon bureau, ils ont des maux de cou, des douleurs abdominales. Ça se transpose à différents niveaux. Puis, ben, tout ça, c'est pas inoffensif. C'est pas confortable tant que ça. Fait que souvent, ben, on veut s'éloigner de ce malaise-là. Fait que là, bon, ben, on peut comme lutter contre le stress un peu, puis tout ce qu'on vit, tout ce mélange d'émotions-là. Puis on peut agir en réaction à tout cela. Puis on peut, par le fait même, un peu s'éloigner de notre objectif initial, puis, ou de ce qui compte, puis ce qui est vraiment important pour nous. Parce que, bon, ben, vu que je me sens coupable, ben, je vais m'en prendre un peu plus, je vais m'impliquer davantage, je vais participer au congrès que je dois faire, je vais le rédiger, l'article que j'ai à faire, mais qui est peut-être moins en lien avec ce que je dois. Il y a plein d'éléments ultra importants qu'on se demande, puis là, bon, je vous en parle, puis je me sens déjà même essoufflé, puis je suis pas dedans. Fait que c'est facile d'embarquer comme dans une sorte de cercle vicieux hein, l'idée, le premier élément, c'est justement d'arriver à prendre un peu une pause, puis d'observer, puis de s'observer un peu aller face à tout ça. Peut-être parce que finalement, on n'a pas tant de pouvoir sur les éléments qu'on vient de nommer. C'est malheureux, mais l'inconfort qui est soulevé, les échéanciers vont rester quand même les mêmes. C'est plus dans les belles opportunités qu'on peut peut-être saisir ou les actions qu'on peut cibler en accord avec ce qu'on souhaite, mais les circonscrire. Donc, c'est vraiment au niveau de l'action qu'on va avoir un peu plus de pouvoir. Tantôt, Émilie parlait des bons exemples. Taisez-vous, c'est merveilleux. Ça nous amène à se mettre en action en accord avec ce qu'on souhaite vraiment. Ça nous amène à structurer. Il y a des éléments comme, puis on pourra en reparler plus en détail peut-être tantôt, mais des fois, dans les institutions, il y a des plans de développement individualisés au cycle supérieur dans lesquels les éléments en jeu peuvent nous aider à dire, OK, c'est quoi que je me permets d'adresser? Les principaux enjeux financiers, le temps et tout ça, donc la planification, organisation. Donc, qu'est-ce que je décide d'insérer justement dans mon plan de développement individualisé à moi, puis de quelle façon je peux le prendre avec ma direction de recherche aussi, de quelle façon je peux en parler avec lui ou avec elle. Donc, là-dedans, on peut aborder, oui, les échéanciers, c'est un exemple, là, mais on peut aborder les délais ou les attentes mutuelles, évaluer le progrès. On peut aussi peut-être tenter d'y insérer justement les aspects en lien avec le financement, les possibilités professionnelles qui pourront en découler aussi, puis des aspirations professionnelles, peut-être d'arriver à voir, avant d'arriver à ces objectifs professionnels-là, quel développement professionnel ou personnel je peux faire pour m'outiller. Donc, c'est des éléments un peu, mais le plan de développement individuel, ça peut quand même être, moi je trouve que c'est un outil qui peut quand même être intéressant à développer. Donc, ça, c'est peut-être plus à court moyen terme. Tantôt, vous disiez ça, mais des outils pour s'observer, c'est ça. Souvent,
je parlais des ateliers Corsal, mais tu vois, on parle de méditation, des fois, c'est des stratégies qui peuvent quand même être efficaces, mais ça, c'est peut-être pas clairement pour tout le monde non plus. Tu sais, il y en a que ça correspond moins à ce qui fait du sens pour eux, mais la méditation, ça se veut justement un outil d'observation, donc ça me permet peut-être de prendre un petit pas de recul, puis d'observer où je me situe, puis d'écouter où je suis là-dedans. Mais des fois, pour d'autres, ça peut être clairement plus le sport, l'exercice là, physique, aller prendre une marche, prendre l'oxygène, ça fait quand même du bien. Il y en a d'autres, ça peut être des activités artistiques, donc astuces, trucs, astuces. Là. Donc, c'est un peu à ce niveau-là, si on peut dire. Tantôt, on parlera peut-être plus de la motivation puis d'autres outils, là, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas mal ce que j'avais à dire pour ce point-ci. Oui, c'est sûr que le stress et la motivation, c'est pour ça qu'on les a réunis dans la discussion d'aujourd'hui. On peut faire beaucoup de ponts, mais merci. Fait que gestion du stress qui passe par la gestion du temps, gestion des tâches diversifiées, un peu gestion des attentes, mais aussi des émotions, sentiments face à la précarité qui peut être financière ou des incertitudes liées à l'avenir. Est-ce que ça fait écho aussi du côté des autres panélistes? On était rendu à Marie-Ève, je crois. Oui, oui. Mais oui, tout à fait. Là, je vais faire du pouce sur ce que mes collègues panélistes ont amené. Au niveau parce que vous avez nommé tous les deux, François et Émilie, des éléments très, très pertinents et importants à considérer. Puis, ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est ce que j'observe en clinique. Et là, tu sais, en clinique, moi, j'ai des gens de tout horizon, là, des gens qui, oui, sont dans des projets de vie, comme celui que, comme étudiant, vous êtes en train de construire, parce que quand on est aux études supérieures, c'est un projet de vie qu'on est en train de mettre de l'avant de notre vie professionnelle. Mais j'ai des gens qui sont sur le marché du travail et tout ça. Donc, ce que j'aurais envie d'amener peut-être comme élément complémentaire, c'est si on zoome de façon macro, il y a des périodes de vie qui, lorsque certaines circonstances sont réunies, sont objectivement stressantes. Parce que oui, au niveau du stress, il y a toute la subjectivité, comment on perçoit, comment on interprète les événements, qui va contribuer à nous faire vivre ou non du stress et ou de l'anxiété. Mais il y a des contextes de vie qui sont objectivement stressants. Et ce qu'on sait au niveau du cheminement, du développement de l'humain, là, le 18, 25, 26, là, pour la majorité des gens, vous terminez peut-être à passer 25 ans là, au doctorat et tout ça, mais cette plage-là est une période stressante parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix importants qu'on va faire. Il y a beaucoup d'éléments. On est dans une période, souvent dans notre développement, là, fragilisante, je dirais, pour un ensemble de raisons et c'est stressant. Fait que ça, je dirais que juste là, de par le fait que, comme je dis, on est en train de construire le projet de vie, on veut le mener à terme, on veut réussir, ça vient avec énormément de pression. Des fois, c'est au niveau de cette période-là aussi qu'au niveau de la vie personnelle, on va peut-être choisir la personne avec qui on a envie de faire notre vie. On va peut-être avoir des enfants. Comme Marie-Ève le disait tantôt, elle a combiné les deux avec déjà une famille. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui se passent. Donc, cette période-là, elle est vraiment cruciale. Donc, ça, objectivement, c'est une période stressante. Au niveau des sources de stress, il y a le contexte aussi, en ce sens que, comme je disais, la pression est là, puis elle est importante. De façon générale, il y a une pression, on veut réussir, on veut pas se retrouver en situation d'échec. Donc, ce qu'on observe dans des contextes comme celui-là, c'est beaucoup d'anxiété de performance. Le stress et l'anxiété, c'est deux éléments différents, mais qui se voisinent de très près, qui cohabitent. Donc, beaucoup d'anxiété de performance, c'est ce qui va souvent être présent dû à cette volonté de réussir, puis de performer, puis la peur de l'échec qui vient avec tout ça. J'ajoute ça en complément à ce que mes collègues ont nommé comme source. Je vais aller voir dans mes petites notes, j'avais nommé des éléments qui peuvent peut-être être pris en considération. Marie-Ève l'a nommé d'entrée de jeu, que parfois le manque de soutien, puis là, je fais du pouce sur ce qu'Émilie a dit, d'aller se chercher du soutien. Donc, le manque de soutien peut devenir une source de stress et d'aller se chercher du soutien
c'est essentiel. Tu sais, d'aller s'entourer de gens, c'est vraiment essentiel. Puis là, je ne suis pas neuropsychologue, fait que je ne veux pas prétendre, tu sais, mais j'ai quand même envie de vous parler de certains éléments qui se passent, on sait qui se passent dans le cerveau. Le fait de parler, tu sais, quand on est dans nos émotions, quand on est... Le stress, c'est une réaction qu'on a parce qu'il y a un sentiment de peur sous-jacent. Tu sais, puis quand on est dans nos émotions et que ça finit par prendre toute la place, bien, des fois, on ne voit plus clair. On peut facilement devenir submergé par nos émotions. Le fait de parler aide à prendre la distance par rapport à ce qu'on vit. Le fait qu'on soit obligé de mettre des mots pour nommer comment on se sent. Il faut structurer la pensée, il faut aligner des phrases dans notre esprit, puis il faut les dire. Et ça, dans la séquence, aide à prendre du recul et désamorcer. Fait que ça, je vous dirais que oui, je vous encourage très, très fortement à aller vous entourer, parler auprès de quelqu'un en qui vous avez confiance, mais c'est vraiment un élément que je vous recommande, comme mes collègues l'ont fait. Un élément aussi, puis là, je vais compléter un peu ce que François disait par rapport à la gestion du temps. Non, il y a un autre élément que je veux arriver avant ça, mais je vais compléter François. Après, il y a un élément que je veux vous dire parce que c'est en lien avec ce que j'étais en train de dire. Tous les gens que j'accompagne, puis là, c'est en lien avec le fait de parler et la gestion des émotions. Toutes les personnes que j'accompagne en clinique qui vivent un problème de stress aigu, important et ou d'anxiété, ça passe par le fait de travailler la conscience de soi. Puis là, ce que je vous dirais peut-être comme stratégie, comme truc, essayez d'identifier clairement vos signaux. On a tous des signaux de stress. François en a nommé, d'avoir une boule dans le ventre, avoir des problèmes digestifs, avoir des maux de tête. On a tous des signaux physiques. C'est ceux-là qui sont les plus faciles à identifier, mais je vous dirais peut-être de commencer par ça et d'être attentif à ça, parce que ça vous indique que là, il y a peut-être une montée de stress ou une montée d'anxiété, et ça passe par ça, la conscience de soi. Puis la deuxième élément, une fois qu'on prend conscience que, OK, là, je suis stressée, la deuxième chose, puis c'est une question que je vous propose à tout le monde de vous poser quand vous êtes stressé, c'est de quoi j'ai peur en ce moment? Parce que la gestion du stress et de l'anxiété, ça implique d'être capable d'affronter ce qui nous fait peur. C'est la seule façon de trouver les bonnes actions à poser. Comme François le nommait tantôt, de dire qu'il faut se mettre en mouvement. Ça, c'est un autre élément. Donc, de quoi j'ai peur? Parce que si on n'est pas capable de prendre un temps de recul puis de se dire de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui me stresse là en ce moment? On est en réaction. On est en réaction à nos émotions, nos sensations, puis on n'est pas en action consciente. Ça, c'est un autre élément que je vous donnerais comme truc. Et une fois que ça c'est fait, il faut se mettre en action. Le meilleur allié du stress et de l'anxiété, c'est l'évitement. Et dans l'évitement, on parle de procrastination. Puis ça, je sais que ça peut être un enjeu. En tout cas, moi, je l'ai vécu quand j'ai fait de ma rédaction, la maîtrise. Ouf! C'est encore très présent là, comme souvenir. Et là, c'est ça. On peut se mettre à procrastiner. Et c'est une forme d'évitement. Et plus on évite, plus on procrastine, plus le stress, plus l'anxiété augmente. On prend conscience de soi, on regarde, on se pose la question de quoi j'ai peur en ce moment. OK, puis c'est quoi la première action concrète que je peux faire qui va me mettre en action pour prendre en main ce qui me fait peur, pour agir sur ce qui me fait peur. Et l'action, là, ça peut être quelque chose de petit. Si ça serait juste 2 phrases dans votre rédaction, bien, au moins vous aurez fait ces 2 phrases-là. Vous aurez agi, puis ça risque d'avoir un effet bénéfique sur votre stress. En gros, je vous dirais que c'est ce que... Ouais, ce seraient les principaux trucs que je voulais vous partager. Il y en a d'autres, je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais je priorise ceux-là. Merci. Déjà, ça donne déjà des pistes parce que surtout, on va sûrement y revenir, mais la procrastination, on devient expert dans procrastiner de façon quand même efficace au lieu de travailler sur le projet principal, travaillant sur un autre, puis en alternance jusqu'à ce que les deadlines approchent. Fait que c'est vraiment des bons trucs. Je ne sais pas si ça fait écho aussi à Marietou. Est-ce que c'est des enjeux
stress, les sources de stress qui ont fait partie de ton parcours, ou est-ce qu'il y en avait des nouvelles à ajouter? Puis, est-ce que dans la réaction ou dans la gestion du stress, c'est des approches qui peut-être soit ont été utiles parce qu'elles ont été utilisées ou auraient pu être utiles de ton côté? Oui, il y a beaucoup d'éléments qui ont été nommés. Je suis vraiment contente. Ça fait même je pense qu'il y a une intervention qui est en train d'être faite auprès des gens qui sont stressés aussi, parce que de nommer certaines choses, ça fait prendre conscience à chacune ici des choses qu'on vit. Puis, il y a quelque chose que je pense que Marie-Ève a parlé, c'est-à-dire que c'est juste ce projet de thèse est en soi stressant. Je me suis aperçue de ça quand j'ai soutenu. J'ai vécu 2 semaines que c'était la même chose avec mon accouchement. Après mon accouchement, les blues, c'était pareil. Donc, je comprends en fait que je me suis réveillée, puis c'était comme, ah, c'est fini, je ne regardais plus ma tête, c'est comme si tout était beau, tout le monde m'appelle, oui, non, je n'ai plus rien. Puis, 3e semaine, les blues sont partis, puis là, je tombe dans la vraie réalité, dans le vrai monde. Puis, il y a un autre niveau de stress. Donc, juste pour confirmer que réellement, la thèse en soi, de savoir, de se lever chaque matin, savoir qu'il y a un projet qui est là, qu'on est en train de faire. On ne sait pas quand ça va finir, mais on est en train de le faire, c'est stressant en soi. D'autres éléments vont arriver. Ça peut être des éléments qui sont, pour moi, ça peut être des éléments liés à la vie familiale, comment je vais gérer mon temps. J'ai des enfants entre 9, 4. Si je ne fais rien, je ne pourrai plus rien faire. C'est fini, je serai épuisée le soir. Donc, les réalités, par exemple, pour les parents, c'est beaucoup plus peut-être c'est différent en fait pour les autres personnes. Il y a l'aspect financement durant les études supérieures, il faut le dire. Si on n'a pas de bourse, on est obligé de travailler. Donc, on a plusieurs dossiers qui sont là, qu'il faut gérer avec notre thèse. Et finalement, on ne sait même plus. Souvent, on a tendance aussi à travailler plus, délaisser notre thèse si jamais on n'a pas une direction qui est derrière nous avec le bâton. Souvent, on a une direction avec un bâton derrière qui nous rattrape tout le temps pour nous dire qu'il y a des échéanciers. Mais il y a toujours ce risque et ce stress aussi de se dire, mais quand est-ce que je vais travailler sur mon propre projet de thèse? Parce qu'on est en train de travailler sur d'autres choses avec d'autres personnes. Donc, ça, c'est important. Mais le stress que je trouvais, source de stress que je trouvais vraiment pénible, sont les sources de stress où on n'a pas beaucoup de latitude, genre on ne peut rien faire. Ça peut être du stress qui vient au niveau de notre direction ou des gens avec qui nous travaillons dans notre projet. Puis ça, moi, personnellement, j'en ai vécu avec la collaboration au niveau de ma thèse, mais je pense que ce qui est important, c'est de prendre des décisions pour le mieux et il faut le faire vite. Si on sait qu'il y a une source de stress qui est là et ça va nous bousiller tout le parcours de notre thèse, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, ça va prendre des années, il faudrait à un moment donné, je pense, s'arrêter pour l'identifier. Et quand on l'identifie, c'est trouver des solutions. Est-ce qu'on peut trouver, même si on change de trajectoire dans notre thèse, même si on change, moi, j'étais obligée de changer de formule pour ma thèse, de faire une thèse classique au lieu d'une thèse par article, mais c'était mieux pour ma santé mentale, c'était mieux pour mon bien-être, parce que sinon, rester encore 3 ans dans des situations très difficiles, souvent, on pense qu'on peut le faire, mais à quel prix, en fait? Est-ce qu'on va en finir? Qu'est-ce que ça va prendre pour finir ça? Donc, je pense souvent, on a cette peur de prendre des décisions aussi difficiles. Ben, c'est sûr, on ne peut pas commencer. Moi, j'ai changé aussi durant mon parcours doctorat, j'ai changé de sujet, j'ai fait plein de choses. Mais on pense que je vais arriver en retard, mais je l'ai fait en 5 ans. J'ai changé de sujet 2 ans après dans un sujet, mais ça ne marchait pas. Je dis non, il faut que je prenne la décision parce que je sais, je serai malheureuse et il faut que ça me tienne à cœur. Ce sont des décisions qui souvent nous retardent, mais souvent, ça peut aussi nous booster. On peut être plus rapide que rester dans un environnement où on ne va pas nécessairement évoluer et on a beaucoup de sources de stress. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions, les bonnes décisions pour nous-mêmes. Aussi, d'autres éléments aussi, c'est nommer. Ici, nommer ce qu'on sent, ce qu'on ressent, les nommer souvent aussi,
ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a vraiment des rapports de pouvoir dans les milieux académiques qui sont vraiment très flagrants. Souvent, on est dans des équipes où on est avec une direction où on n'a pas cette latitude de tout nommer, de tout dire comme on le sent. Puis moi, ce que j'aimerais bien que ça se fasse un jour dans les universités, c'est vraiment de former les directions, de former le personnel, que ce soit les profs et tout, sur une sensibilité des périodes de stress des étudiants. En fait, de savoir que, par exemple, si mon étudiant arrive aujourd'hui puis elle commence à crier ou qu'elle parle mal, ce n'est pas personnel. C'est vraiment peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis, il faudrait peut-être référer ou en parler autrement. C'est comme une femme qui accouche, qui commence à insulter tout le monde. Ce n'est pas qu'elle est comme ça, peut-être. Donc, je pense que ce serait bien que les profs, comme ça a été fait souvent, de former les gens à être alertes sur certaines choses, parce qu'on voit souvent que les étudiants vont parler mal ou vont se renfermer, là, parce que l'étudiant peut s'isoler. Souvent, tu n'entends personne et personne ne t'écrit. Personne ne prend de tes nouvelles, personne ne regarde. Ah, elle était dynamique, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est comme s'il n'y a rien qui se passe. Et ça, je trouve ça vraiment dommage que dans des équipes, qu'une personne qu'on voit tout le temps, à un moment donné, on ne la voit plus, puis il n'y a aucune réaction, il n'y a pas de courriel pour juste dire est-ce que ça va, est-ce que ça avance, est-ce que tu veux parler? Si souvent les étudiants ne prennent pas de rendez-vous, il n'y a rien qui se passe, c'est toujours l'étudiant. Donc, dans un parcours de 5 années, souvent 7 ans, il faudrait que ces liens, bien ces stratégies ou des choses qui sont, en fait, qui permettent de prévenir trop d'isolement chez les étudiants ou qui permettent de prévenir que les étudiants rentrent, en fait, dans un engrenage là, de stress, puis de ne pas être motivés. Je pense que la source motivationnelle, ce que je veux dire, doit venir aussi du corps professoral, puis du personnel. Et aussi entre nous. Moi, je l'ai dit, je donne des cours récemment, puis c'est très bien cette transition. Je l'ai dit à des étudiants qui sont dans leurs cours. Je dis, créez vos liens, puis ne les perdez pas, ces liens-là. Parce que trouvez des canaux où vous allez parler, parce que dans 2 ans, vous n'allez plus vous voir, puis tu vas être toute seule devant ton ordi, tu n'as personne avec qui parler. La meilleure source, c'est vraiment de créer nos liens entre nous, puis de se parler, de ne pas hésiter d'envoyer. Moi, j'ai des amis de doctorat. Des fois, ça fait longtemps, j'ai créé tu en es où, tu es rendu où, qu'est-ce que tu fais. Donc, ces choses-là, je pense, entre nous, ça peut être aussi des stratégies pour au moins éviter que les gens soient trop isolés, que les gens puissent aussi nommer, parce que souvent, moi, je vivais des choses que je ne pouvais pas nommer. Je ne peux pas en parler avec ma direction. Je ne veux pas parce que c'est des choses, je me dis, bon, peut-être non, c'est moi, c'est pas... Alors qu'il y a d'autres étudiants qui vivent la même affaire que moi. Donc, juste en parler, nous deux, ah oui, tu l'as vécu comme ça, moi, je trouvais... Donc, juste ça, c'est vraiment aidant parce que ça te permet de savoir, OK, je ne suis pas la seule. L'autre personne m'a dit, peut-être ta perspective est allée trop loin. Peut-être c'est pas ça, il y a quelque chose qui t'appartient, il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, il y a quelque chose qui appartient à l'autre. Donc, des choses comme ça permet en fait de d'avoir quand même de l'aide, puis de savoir où on s'en va, puis de diminuer aussi des choses qu'on pense c'est nous, alors que c'est pas nous, c'est vraiment peut-être dans l'environnement dans lequel nous sommes, c'est autre chose, mais c'est même pas lié à nous-mêmes. Donc, je pense que c'est ça qui m'a vraiment, je vais pris des notes, mais de façon générale, à se vider l'esprit. Trouver des choses qui se vident. Moi, je l'ai vraiment aimé, c'est-à-dire, souvent, on ne peut pas se vider l'esprit, surtout durant la rédaction. Surtout, pas seulement la rédaction, mais de la discussion, pour moi. Cette partie, ça m'a vraiment fait travailler la tête. Donc, durant cette partie, la nuit, je ne dors pas. Je me réveille en pleine nuit, puis je parle à mon conjoint. Tu vois, j'étais rendue folle parce que... Mais je pense qu'il faut avoir des activités de se vider la tête. Genre, quelle activité nous permet de ne plus penser à ça? Parce que sinon, ça vire vraiment à la folie de se réveiller la nuit. Je me mettais sur enregistrement. OK, là, je viens d'avoir ma phrase, page 100 trucs. Il faut que je le change. Puis, donc, ça, c'était mes stratégies pour ne pas me lever du lit, pour ne pas aller devant mon ordinateur. Donc, je m'enregistrais pour ne pas oublier cette partie-là.
Mais se vider l'esprit, ça peut être aussi, moi, j'aime bien cuisiner. Quand je cuisine, par exemple, je sais que je ne pense à rien. Mettre la musique, je cuisine, ça me permettait de vider l'esprit, donc je le fais. Donc, trouver des moments où on se vide l'esprit qui te permet de ne pas être focus sur ta thèse, même si c'est 2 jours, et de prendre des pauses. On ne le fait pas souvent, on pense qu'il faut le finir aujourd'hui. Se donner une pause, ça débloque. On est bloqué sur quelque chose pendant 5 jours, on prend 2 journées, on s'est vidé l'esprit, on vient, 3 heures, on a réglé le problème, c'est fini, dossier classé. Donc, c'est juste des moments de pause aussi, ça peut vraiment beaucoup aider. Donc, je vais m'arrêter là. C'était ça que j'avais noté. Merci beaucoup. Oui. Je voudrais, je peux? Oui, avec Je plaisir. voudrais compléter ce que Marie-Tout disait dans les dernières secondes. Effectivement, décrocher, c'est vraiment important. Puis je suis 100% avec Marie-Tout à cet effet-là. Puis pour décrocher, tu sais, l'humain, là, on a différentes facettes. Hein. On a la tête, on a le cœur, on a le corps, on a ces différentes facettes-là. Il faut que toutes les facettes soient nourries. Donc, tu sais, vous êtes très stimulé cognitivement dans vos études et tout ça. Fait que quand vient le temps de décrocher, c'est important d'aller nourrir les autres aspects pour donner un break. L'homme ici, là, de se donner un break à la tête, puis notre côté analytique. Donc, d'aller faire autre chose, mais d'être actif à faire d'autres choses. Dire je m'installe puis je fais du binge-watching, j'écoute la télé de façon très, très passive, ça ne ressource pas les batteries, ça. Ça n'aide pas justement à faire, ça peut faire baisser un peu la tension, mais ça n'aura pas l'effet de rester actif, mais en interpellant d'autres aspects de nous, comme humains. Cuisiner, c'est un très bon exemple. François parlait de faire du sport tantôt, d'aller bouger, jardiner. Bientôt, là, ça s'en vient. On peut même commencer à faire des petites pousses, là, c'est le temps. Mais donc, d'investir les autres aspects pour se rester équilibré. Parce que sinon, effectivement, on reste tout le temps dans notre tête, puis c'est quasiment impossible de décrocher. Le cerveau, s'il est réchauffé pour penser de façon analytique, si on court-circuite pas ça en faisant autre chose, il va continuer de le faire. Fait que je voulais juste faire du pouce là-dessus. Je trouvais que c'était vraiment important. Voilà. Merci. Puis je pense qu'il y a un autre aspect qui est ressorti dans à peu près tout le monde, c'était l'idée de nommer ou d'entrer en dialogue ou de mettre des mots sur différents aspects. Fait que je pense que Marietou a un peu parlé de cette idée-là de le faire avec des collègues. Fait que ça, nommer des émotions ou nommer des besoins aussi. Fait que ça peut être intéressant. Puis à plus large échelle, je me demandais si vous sentiez que vous aviez la latitude pour le faire. Puis est-ce que les étudiants et étudiantes au cycle supérieur, à qui ils devraient s'adresser quand ils ont cette démarche-là de nommer les choses ou de mettre des mots? Est-ce que c'est vraiment les collègues ou est-ce qu'il y a d'autres options aussi qui dépassent ce cadre-là? Je peux me lancer, si vous voulez. Ben oui, c'est super intéressant aussi, les exemples qui ont été donnés, puis c'est trop vrai, là, se vider l'esprit, c'est tellement important aussi. Puis je fais juste un peu, je reviens un peu sur ce qui a été dit aussi en lien avec en parler, oui, on va trouver, mais même des fois, juste se libérer l'esprit en l'écrivant ou en nommant, tu sais, en le mettant en mots, mais quand même sur papier, là, ça fait quand même du bien aussi, en termes de trucs et astuces. Mais oui, pour à qui on peut en parler si on ne veut pas nécessairement, parce que souvent, on veut pas de temps en parler avec nos collègues de proximité nécessairement, ou même avec, ça pourrait, donc les collègues peuvent l'être, mais c'est pas nécessairement toujours approprié, ou avec notre direction aussi. On parlait tout à l'heure, ça dépend du lien que l'on a avec la direction avec qui on travaille aussi, puis jusqu'à où on se permet d'aller. Donc, c'est pas toujours tellement approprié ou on ne se sent pas toujours disponible pour faire ça. Donc, sinon, ben, il y a toujours les services. Là, tu sais, dans chaque université, il y a des services aux étudiants qui existent. Puis souvent, bon, on pense que c'est pas nécessairement destiné aux étudiants des cycles supérieurs, mais c'est le cas. Donc, la plupart des universités, on a des services, des intervenants psychosociaux, que ce soit des services de psychologie ou de travail social, des services comme moi, je suis conseiller d'orientation. Donc, nous, on peut accompagner les étudiants de cycle supérieur aussi. Donc, à faire
Donc, ça se fait de différentes façons, donc de nommer les trucs, de les identifier, de structurer un peu la façon de se mettre en action. Tu sais, on a parlé beaucoup de ça aussi, là. Donc, c'est clairement notre rôle. Donc, il y a différents types de services. On a parlé, Émilie est plus au niveau, même au niveau pédagogie, là. Des fois, on a des soutiens au niveau orthopédagogique aussi, ou même aussi au niveau des services en information, au niveau des compétences informationnelles. Là, les bibliothécaires peuvent nous accompagner beaucoup au niveau euh, de structurer, parce que c'est vrai qu'il y a des compétences qu'on doit acquérir pendant qu'on fait l'exercice. Euh, donc, si on veut parler ou sans nécessairement, mais on parle un peu des fois de notre sentiment de compétence qu'on sent qui n'est pas si développé, mais ça nous aide à se mettre en action aussi par rapport à ce sentiment de compétence-là, si on veut continuer à le développer. Donc, en gros, à l'interne, c'est possible d'accéder à ce type de service-là aussi. Merci. Je vois qu'Asma avait une main levée. Est-ce que c'était par rapport à ça ou pour... Non, une question, en fait, surtout, bon, au niveau doctorat, je pense qu'on maîtrise les mêmes choses au postdoc, qu'on est vraiment, après le cours, on se trouve seul pour la rédaction, pour le collecte, et ça, et je pense aussi que c'était comment aggravé avec la pandémie. On est tout seul, en plus, on est chez moi, toujours je travaille chez moi, j'ai l'impression que toujours je ne travaille pas. Je travaille, je fais, ben, par exemple, je lis les articles, mais toujours, j'ai l'impression de ce stress-là. Non, j'ai pas bien travaillé, j'ai pas bien avancé. Peut-être c'est des conseils ou des trucs pour changer un peu, car j'ai toujours. Donc, je suis chez moi, j'ai pas assez avancé ou j'ai l'impression qu'il est vraiment pas trop travaillé ou quelque chose comme ça. La peur ou de stress, en fait. Je pourrais répondre à ça. Souvent, ce qui arrive, c'est que il faut légitimer le fait qu'être au doctorat, c'est un travail. J'ai une étudiante justement au doctorat qui travaille là-dessus, la santé psychologique des étudiants au doctorat, puis son cadre théorique de sa thèse, c'est justement de dire c'est un travail être au doctorat. Puis tu sais, quand tu as la belle-mère qui appelle à 2 heures l'après-midi puis qui commence à te jaser ou que quelqu'un débarque pour venir prendre un verre, non. C'est pas parce que je suis à la maison que je ne travaille pas. Je trouve que par contre, ça s'est moins prêté depuis la pandémie parce que tout le monde a compris que tout le monde travaillait. Mais je trouve qu'avant la pandémie, je le vivais encore plus, ce sentiment-là ou le conjoint aussi qui, ben c'est toi, t'es à la maison, tu pourras aller chercher les enfants à la garderie. C'est pas une compétition, Maritou, mais moi, j'en ai 4. Donc, tu peux t'imaginer le nombre de fois que distraction de un enfant malade. Donc, c'est moi qui ai l'horaire flexible, c'est moi qui peux aller... donc, je trouve que il faut légitimer le fait qu'on est en train de faire quelque chose d'important. Puis là, je ne sais pas si j'embarque sur la prochaine question, mais tu sais, quand on décide qu'on dédie nos plages horaires à notre thèse, par exemple, comme toi, tu dis, j'ai jamais l'impression que je travaille, bien, justement, c'est que probablement que tu priorises toutes les autres tâches avant de prioriser celle-là. Parce que celle-là, il y a juste toi qui vois ton avancée. Puis il y a juste toi qui le sais que tu as vraiment travaillé là-dessus. Mais c'est quoi qui te préoccupe le soir quand tu te couches que tu trouves que tu n'as pas assez avancé? Bien, c'est ta thèse. C'est pas le projet de recherche, le cours que tu n'as pas préparé parce qu'on n'a pas le choix. On donne un cours jeudi. On n'a pas le choix, il faut que ça soit fait. Sauf que la thèse, c'est jamais prioritaire. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on la déplace toujours au moment où on est le moins productif. Donc, on se dit, c'est pas grave, je vais faire ça ce soir à 10 heures quand les enfants vont être couchés. C'est parce que de 10 heures à minuit, là, quand tu es levé depuis 6 heures du matin, que tu as fait des lunchs, tu es allé chercher les petits à la garderie puis que tu as fait le souper, je pense pas que ce soit le moment idéal pour faire des tâches productives. Certaines personnes, oui, mais ça dépend de votre mode de vie. Donc, c'est vraiment déplacer les tâches de rédaction de votre thèse à des moments où vous êtes productif. Moi, ce serait le gros conseil que j'ai à dire, mais j'ai plein d'autres choses à dire au prochain thème. Je vais laisser les autres parler pour répondre à ta question. Merci. Tellement. Je voulais juste rajouter, c'est tellement vrai de reconnaître en fait la thèse, de lui donner sa place. Parce que quand on ne lui donne pas sa place, on ne termine jamais. Ça ne va jamais terminer. Donc, à un moment donné, moi, par exemple,
à un moment donné, c'était de dire, OK, mon bébé, ma grande fille avait 5 mois quand j'ai commencé. Puis là, elle me disait, tu es tout le temps devant l'ordi, maman, tu fais quoi? Un doctorat, ton doctorat nous enferme. Donc là, j'ai compris. Là, il faudrait que je termine ce chapitre dans ma vie de doctorat parce que donc, je lui ai donné ce temps-là, c'est-à-dire de 9 à 4. Je me dis, même si j'ai d'autres tâches à faire, je les réserve dans d'autres journées, mais il y a des journées réservées seulement à ma thèse, puis c'était une priorité pour moi. Je pense qu'à un moment donné, si il faut prendre, ça fait partie des décisions qu'on prend, ça peut avoir des impacts sur nos finances, ça peut avoir des impacts sur plein de choses là, mais il faut le prendre juste pour finir cette étape et passer à autre chose. Parce que comme je disais, c'est une étape stressante, puis quand on finit, on sait que en soi, ça ne va jamais finir, ça va juste nous poursuivre jusqu'à la fin. Je me permettrais de faire mon petit bout aussi là-dessus. Émilie, je suis 100% à la même place, là, en ce sens que légitimer le fait que c'est un travail, de se donner le droit de faire ce qu'on doit faire. Puis aussi sur la notion des cycles d'énergie dans une journée, on a tous nos cycles où il y a des heures où on le sait qu'on est productif, puis il y a des heures où on le sait où on ne l'est pas. Donc, dans la mesure du possible, d'établir une routine qui va vous permettre d'être à faire ce que vous devez faire, votre rédaction, votre thèse, quand vous êtes dans vos meilleures heures de la journée. On n'a pas tous les mêmes cycles. Moi, je suis très matinale. Moi, je peux me lever à 5 heures là, jusqu'à 2 heures, c'est mes heures les plus productives, où là, je vais faire ce qui est le plus aride cognitivement, ou des fois, c'est de faire dans ces périodes-là aussi ce qui nous stimule le moins. C'est peut-être contre-intuitif, là, on a tendance à repousser. Là. On se dit, hey, j'ai de l'énergie, je vais faire ce que ça me tente. Ce serait le meilleur moment pour faire ce qui va demander plus d'énergie. Donc, oui, je suis à la même place à ce niveau-là. Puis, je compléterais aussi avec la notion de routine, parce que cette notion de télétravail, là, la rédaction se faisait d'entrée de jeu avant la pandémie à la maison, mais c'est que les frontières sont très, très poreuses. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont, tu sais, que c'est ça, c'est comme si avant, on avait 3 tiroirs, là, le tiroir du travail, le tiroir de la vie personnelle, puis le tiroir de la famille. Puis quand on est tombé en pandémie, bien, tout s'est retrouvé dans le même tiroir. Tout une pêle-mêle, là, au début, ça a été un peu chaotique. Donc, d'établir, comme c'est poreux, bien, ça devient encore plus important d'établir une routine, même si vous n'êtes pas routinier. Tu sais, moi, je ne suis pas une personne dans la vie routinière, mais pendant la pandémie, à cause de ça, là, le télétravail qui s'est implanté, établir une routine qui peut consister à remplacer le déplacement qu'on aurait eu normalement pour se rendre à l'université ou se rendre au bureau, et d'aller prendre une mini-marche, si c'est possible de le faire, là, si le contexte familial le permet, prendre une petite marche, mais faire comme s'il y avait un déplacement, pour casser entre la routine du matin, puis après ça, on travaille, prendre des pauses, prendre une heure de dîner, parce que ça a été un enjeu pour beaucoup, là. On ne dînait plus. Hein, on était devant l'écran là, pendant tout ce beau temps-là, prendre des pauses de dîner. Et faire la même chose le soir. Je dis prendre une marche, ça pourrait être, je ne sais pas moi, prendre une douche, un entraînement, peu importe, là, mais quelque chose qui va faire la transition. Ça fait partie des stratégies qui aident à composer avec le stress, puis bon, qui aident à la santé psychologique en général. Donc, voilà. Merci. Puis je pense que ces trucs et astuces-là pour gérer un petit peu le stress qui vient de ne pas avoir avancé fait vraiment le pont avec le prochain thème qui va être animé par Amélie. Donc, je vous laisse discuter de motivation. Oui, merci Mélanie. Oui, effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait une super belle transition entre les enjeux de stress puis les enjeux de motivation. Fait que maintenant qu'on a parlé un petit peu de la partie, disons, défi, on aimerait ça, en fait, entendre à propos de la motivation. Donc, comment est-ce que vous avez des trucs, est-ce que vous avez des stratégies pour cultiver la motivation pendant les cycles supérieurs, tant pendant la rédaction que, par exemple, tout au long des études, parce que ça peut s'échelonner quand même sur une longue période de temps. Hein? Donc, on aimerait bien vous entendre à ces sujets-là. Puis, bon, on peut reprendre l'ordre habituel. Je vais céder la parole à Émilie pour commencer.
D'accord, merci. Oui, ben c'est ça, j'avais hâte à ce thème-là, je vous l'ai dit plusieurs fois. J'ai plein de choses à dire. Moi, le modèle qui m'a le plus inspiré dans mes recherches sur Taisez-vous, parce que oui, je l'ai cofondé, mais il faut savoir que j'ai mené 2 projets de recherche depuis. Là, je me suis retirée un peu de l'organisme pour avoir un petit peu mon indépendance par rapport à mes recherches. Puis j'ai fait des recherches sur quels sont les effets des retraites de rédaction sur les habitudes rédactionnelles et la motivation. Le cadre théorique qui m'allume le plus, puis je vous invite à aller le voir. En fait, j'ai écrit un tableau là-dessus dans le pédagogie universitaire. C'est un résumé, mais je vais vous expliquer ça. C'est le cadre de Murray. Ça m'a fait penser à toi tantôt, Marie-Ève, quand tu nous parlais de la tête, le corps, tout ça était important. Bien, pour le parcours au cycle supérieur, je pense qu'effectivement, il y a le niveau cognitif, physique et social. Puis, Murray, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut s'engager et se désengager de certaines tâches. Donc, je vous explique. Donc, s'engager au niveau cognitif, c'est, bien, comme je l'expliquais tantôt, légitimer la rédaction, mettre les tâches prioritaires en avant-plan, puis assumer qu'on a ça comme priorité dans notre vie. Et aussi avoir des objectifs qui sont réalistes, parce que souvent, on se fixe des objectifs irréalistes, puis même moi encore, j'ai de la misère à me dire, bon, un article, ça va prendre combien de fois? Il faut toujours rajouter des plages horaires. Donc, tu sais, de s'engager dans la rédaction au niveau cognitif, c'est important. Puis, se désengager, c'est par rapport à normaliser le fait de prioriser cet élément-là. Et souvent, on se sent presque coupable de se dire que cette semaine, on veut prioriser notre rédaction parce qu'on a toutes les autres tâches en tête. Puis, donc, il faut se désengager vraiment au niveau de toutes les autres tâches pour se dire que celle-là est importante. Puis, ben, peut-être l'astuce que je peux lier à cet aspect-là cognitif, là, au niveau de l'engagement, désengagement de la rédaction, c'est de définir des périodes de temps où on va que se dédier à ça. Puis, ben, je ne sais pas si vous connaissez la technique Pomodoro, on travaille beaucoup avec ça à Taisez-vous, c'est de se fixer des périodes de temps de 50 minutes et de s'accorder un 10 minutes de pause pour se lever, se décontracter, aller partir une partie de lavage. Ça peut être une pause en soi parce qu'on fait autre chose. Donc, la technique Pomodoro, ça, je vois des petites tomates, il y en a qui sont habitués. Ça vient un peu de la gestion de travail par Cyrilo. C'est lui, il avait convenu que 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, mais pour des tâches qui sont cognitivement très élevées comme la rédaction, on a fait plusieurs tests à Taisez-vous, puis on a convenu que 50 minutes, ça avait assez le temps de rentrer profondément dans une tâche difficile, puis nous permettre de rentrer. Et 10 minutes, c'est assez long aussi pour décrocher, mais pas trop, et se rappeler ce qu'on est en train de faire. Puis le deuxième astuce, peut-être au niveau de l'engagement dans la rédaction, c'est de démystifier l'inspiration. Puis ça, j'en ai peut-être parlé un peu plus tôt quand je disais qu'on pense qu'on va au doctorat parce qu'on aime l'écriture. Pas nécessairement. Il faut oser écrire des premiers jets qui ne seront pas bons. On s'entend, là. Un premier jet, c'est jamais bon. Il faut l'écrire, le réécrire et avoir plusieurs stratégies de révision de son texte, puis de se laisser le temps pour le faire. Donc, les personnes ici qui vont me dire, ah, ben moi, j'attends toujours à la date limite, là, je fais la veille du travail, je travaille toute la nuit, puis je le remets le lendemain matin. Ben, c'est difficile de maintenir ce rythme-là c'est pas un sprint, un doctorat, on peut pas maintenir ce rythme-là puis se dire, ben à la fin de mon 5 ans, je vais prendre 3 mois puis je vais ne faire que ça. On est mieux de prendre une petite bouchée à la fois pendant 5 ans et le faire petit à petit puis écrire, réécrire. Ça, c'est une bonne stratégie. Pour l'aspect physique, au niveau de l'engagement, c'est vraiment d'inscrire les tâches à l'agenda. Puis là, ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas se dire le matin même, ah, je suis trop débordée dans une autre tâche, je vais déplacer. Non, tu l'as mis à ton agenda, tu es obligé. Jeudi matin, 9 à midi, tu avais écrit rédaction, tu n'as pas le choix. Excusez-moi, là, je suis bête de même, mais c'est ça qui arrive parce que c'est tout le temps cette tâche-là qu'on va enlever. Puis c'est pas pour rien qu'à Taisez-vous, c'est payant, les plages de rédaction. À l'espace Taisez-vous ou les retraites, c'est payant parce qu'on veut pas que personne annule. Parce que c'est trop facile d'annuler notre engagement nous-mêmes avec notre thèse chaque semaine. C'est ce qui est jamais prioritaire. Contexte favorable, tu en as parlé tantôt, Marie-Ève, je ne reviendrai pas là-dessus.
Libérer l'espace physique aussi de toute source de distraction. Donc, si chez vous, la vaisselle qui vous attend sur le comptoir, elle vous dérange vraiment, bien, peut-être aller ailleurs. Aller rédiger chez quelqu'un d'autre ou aller au bureau, utiliser peut-être votre directeur de recherche, il y a peut-être un laboratoire gratuit qui peut vous offrir ou la seule chose qu'il y a dans le laboratoire, c'est des murs et un ordinateur. Donc ça peut vous aider à vous libérer des distractions et de vous enfuir de la belle-mère peut-être qui vient vous voir comme ça l'après-midi. Oui, l'astuce qui va avec ça, c'est par rapport à s'inscrire des tâches des plages de rédaction à l'agenda, c'est ne pas trop espacer ces plages de rédaction. Donc, si on se dit une fois par mois, je vais faire 2 jours de rédaction, non. Ce serait préférable de faire 3 heures à chaque 3 jours ou peu importe ce que vous êtes capable de mettre dans votre horaire. Tu sais, tu disais, Marie-Tout, des fois, il faut travailler, etc. Donc, si vous avez un 10 heures par semaine à consacrer à votre thèse, c'est préférable de mettre 2-3 plages de 3 heures qu'un 10 heures le samedi quand on est fatigué de notre semaine. Donc, vraiment, puis aussi, ça permet de se rappeler ce qu'on faisait la dernière fois parce qu'il n'y a rien de pire après un mois de se réouvrir notre dossier de thèse puis faire « Bon, je t'ai rendu ouf. Là, il faut tout que je relise à partir de la problématique, mais finalement, je suis rendue à écrire les résultats, mais je ne vais jamais les écrire parce qu'à chaque mois, il faut que je relise ma problématique pour me rappeler que je t'ai rendu faire. Donc, et aussi de s'inscrire quand on termine notre séance de rédaction. Par exemple, si on fait nos 3 Pomodoro, on s'inscrit à la fin, bien, à ma prochaine séance, mardi prochain, voici ce que je vais faire. Donc, ça nous permet de reprendre vite le flow de la rédaction quand on recommence. Dernier aspect, l'aspect social. Donc, c'est vraiment de s'entourer de gens qui priorisent comme vous la rédaction. Et là, vous allez le voir rapidement dans votre entourage, soit à votre laboratoire de recherche ou avec vos amis que vous appréciez au doctorat, vos collègues de cohorte, qui privilégient la rédaction. Bien, mettez-vous amis avec eux, puis faites-vous des occasions de rédaction commune. Dites-vous, oh, je vais aller chez toi telle journée. Donc, pour que ça devienne une activité là, sociale, puis que ça vous oblige à y aller. Puis, se désengager au niveau social, c'est de refuser des tâches et d'accepter que parfois, certaines personnes ne seront pas contents, un directeur de recherche qui vous demande un dossier prioritaire, mais non, c'est pas possible, parce que ça aussi, j'avais prévu terminer mon chapitre de métaux, puis il n'est pas encore terminé, donc je dois prioriser ça. Donc, même si ça déplaît au père ou au patron, il faut parfois le faire si on veut terminer. Et la petite astuce par rapport à ça, c'est ben ça là, c'est peut-être un retour sur ce qu'on a beaucoup dit, de prendre des pauses sociales, puis de ne pas avoir peur de discuter des aléas peut-être négatifs des fois de la vie universitaire. Donc, de partager avec des gens. Puis, je pense que ce qui fait la force de Thésée, c'est que c'est un environnement où ce sont des gens, pas juste de ton laboratoire de recherche, pas juste vraiment avec les mêmes objets de recherche. Donc, c'est interuniversitaire et interdisciplinaire aussi. Tu te ramasses avec du monde qui, le seul point commun que vous avez, c'est d'avoir souvent la difficulté à privilégier la rédaction. Donc, ça vous donne l'opportunité de parler de ça, puis de ne pas avoir l'aspect de compétition qu'on postule pour le même congrès ou on veut être publié dans le même numéro thématique. Donc, il n'y a pas cette compétitivité-là, puis ça fait du bien de sortir des fois un peu de là. Donc, là, j'ai parlé beaucoup. Je vais passer la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui résonnaient très fort et je vais la parole à François. Donc, merci, Amélie. Donc, en fait, en lien avec toute la motivation, la source de motivation, je dirais que des fois, on en parlait tout à l'heure, il y a plein d'éléments qui peuvent nous éloigner un peu de ce qui est plus important face à notre projet, puis c'est facile de le perdre de vue. Donc, c'est peut-être juste de se reposer d'abord parce que la motivation, ça part de quelque chose qui est viscéral un peu plus aussi souvent, puis qui sont des éléments qui sont plus importants. Donc, de se reposer sur la question sur nos motivations profondes face à notre projet, mais de le mettre en évidence parce qu'on a parlé beaucoup de le voir, mais ça reste flou quand même. C'est pourquoi moi je suis au doctorat. Qu'est-ce qui fait que j'ai décidé d'entreprendre ce type de... C'est quoi mes objectifs derrière ce projet-là aussi? Puis c'est quoi même les facettes
déterminé, donc, au niveau de ma personnalité, donc, parce que souvent, ça se traduit en termes de valeurs. Donc, si j'ai envie de connaître d'approfondir un thème spécifique en lien avec un sujet, j'ai envie de transmettre, de creuser en plus en détail, j'ai quand même la personnalité sur laquelle ça peut venir à s'appuyer. Donc, ça peut être clair, mais avec tous les enjeux qu'on rencontre, des fois, c'est facile de perdre de vue vraiment facilement, puis de perdre le sens finalement. Donc, pour donner, puis continuer à donner un peu du sens à tout ça, ben, la seule façon de faire vivre un peu le sens, puis de le rendre plus concret, souvent, c'est de le transposer dans quelque chose de plus tangible, donc en définissant peut-être sur un papier ou donc nos objectifs, ça reste c'est l'humain, on a des objectifs à court, moyen, long terme, donc on peut avoir des aspirations en fonction de notre objectif initial qui sont, on se projette dans quelque chose, mais on parlait de petits objectifs, des fois on se projette, mais on est tellement loin qu'on ne croit plus, on le perd de vue, donc de déconstruire cet objectif-là, des fois en sous-objectif, puis tantôt, on en a parlé un peu, mais on peut appeler ça un plan individualisé, on peut appeler ça un plan de développement, on peut appeler ça un plan d'études, peu importe, mais de se faire un plan sur lequel on peut, OK, j'ai une direction, sur laquelle s'appuie mon projet. Dans cette direction-là, il peut y avoir plusieurs bons objectifs, puis il n'y a pas une seule bonne réponse, mais j'ai quand même un objectif principal face à ce projet-là, puis c'est vers ça que je m'en vais. Puis, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ce projet-là vienne une réussite aussi? Parce que c'est un processus. Puis ce processus-là, donc, Marie-Lou, elle m'a parlé tout à l'heure, ça se peut qu'on soit amené à revoir un peu nos objectifs en cours de route. Je n'ai pas nécessairement de dévier ou quoi que ce soit, mais c'est qu'on se réajuste en fonction de ce qu'on vit à ce moment-là. Donc, mais par exemple, dans nos sous-objectifs qui vont nous amener à développer certaines compétences qui vont nous permettre d'arriver de façon plus facile à notre objectif final. Mais donc, puis ça, ça se travaille, ça se discute aussi avec nos directions de programme. Est-ce que, par exemple, pour accéder à mon objectif final, je devrais développer plus de compétences au niveau de la communication scientifique. À ce moment-là, est-ce que je pourrais suivre une formation dans ce secteur-là pour la suite, peut-être m'amener à participer à des congrès pour progressivement me donner confiance, puis plus un sentiment de compétence plus grand dans ces thèmes-là, puis qui pourront par la suite m'amener. Donc, tu sais, la motivation, des fois, ça semble, c'est subtil, mais c'est de voir, est-ce que je fais les choses parce qu'il faut que je le fasse ou je le fais parce que c'est important pour moi, puis c'est quand même, c'est là la différence, si c'est de la motivation elle vient peut-être plus naturellement. Tu sais, on a des différents types de motivation qui peuvent être plus ou moins internes ou externes. Mais dans la vie, c'est sûr que notre cerveau nous dit de faire plein de trucs. Le système dans lequel on est peut nous amener à devoir prendre plein de décisions. Mais les décisions, ils peuvent être prises aussi par une sorte un peu d'obligation. Là, on perd le sens de pourquoi on le fait, finalement. Donc, ça se peut que j'aille à un congrès parce que on m'a imposé d'y aller, mais ça se peut que j'y aille aussi parce que ça va être une occasion pour moi de transmettre mes connaissances, d'approfondir mon thème, d'élargir mon réseau de contacts dans mon domaine spécifique. Puis tout ça, ça s'inscrit dans ton plan. Puis c'est la façon je pense, qui peut quand même être bien de faire vivre nos valeurs, donc l'installer quelque part dans un plan plus tangible, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est peut-être un outil qui, pour moi, pourrait être pertinent ou peut être pertinent. Puis à l'intérieur de tous les autres, là, de ça, on parle de rédaction avec Émilie, c'est sûr que pour une rédaction, ça s'insère dans ce plan-là aussi. Donc, en gros, la motivation, c'est de revenir souvent à l'essentiel puis de voir qu'est-ce qui fait qu'on est là, mais essayer de ne pas le perdre de vue parce que c'est précieux, vraiment beaucoup. Oui, super. Donner un sens à ce qu'on fait, c'est vraiment fondamental. Fait que, merci beaucoup. Je vais passer la parole. Je crois que c'est Marie-Ève ensuite. Oui. Quoi ajouter à ce que Émilie et François ont dit? J'apprécie beaucoup ce que j'ai entendu, puis je m'en allais exactement à la même
place. Là. Le sens, un des premiers points que j'avais l'intention de partager, c'était justement le sens au niveau de la motivation. C'est vital, là, comme François l'a nommé, là, comprendre pourquoi je fais ce que je fais. C'est essentiel. Puis je compléterais, je ne veux pas, François l'a très bien nommé, ce que je rajouterais, ce que je compléterais, ce qu'on sait là, au niveau de la motivation. Puis je vois, tu sais, de la mobilisation, quand on est mobilisé vers un objectif, là, le sens vient beaucoup dans l'impact qu'on sait qu'on a sur les autres. L'humain a besoin de sentir qu'il contribue à quelque chose de plus grand que lui. Là, c'est philosophique, là, mais c'est scientifique aussi. Là. C'est étudié, mais on sait qu'on a besoin de contribuer à l'autre. Et là, quand on est chez soi seul devant son écran, des fois, on le perd de vue. De quelle façon ce que je suis en train de faire, de quelle façon ça va changer peut-être la vie des gens. Je fais avancer la science, je vais avoir un impact sur la société, sur les gens. Donc, des fois, c'est de ramener ça, de se poser la question, de dire, OK, pourquoi je fais ce que je fais, puis de quelle façon je peux changer la vie de quelqu'un en faisant ce que je suis en train de faire là. Oui, ça va peut-être être dans quelques années, mais le sens. Fait que pour moi, c'est ce que j'ajouterais pour compléter par rapport au sens. Tout le sentiment de compétence est essentiel au niveau de la motivation aussi. François a donné plein d'exemples à cet effet-là également. On a besoin de sentir qu'on est compétent, qu'on contribue par nos talents, par notre capacité. Puis souvent, ce que je vais dire aux gens qui viennent me consulter, qui font de l'anxiété de performance, ils vont se faire des to-do list du jour, puis des fois du mois, c'est à 3 pages. Puis le soir, quand ils ferment l'ordi, tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils n'ont pas fait sur la liste. Ils cochent, mais tout le reste qui est là reste là. Puis ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Fait qu'on du sentiment d'accomplissement, c'est pas juste sur le long terme, c'est dans le quotidien. Faire une done list, puis elle, la mettre à part, puis elle, la chérir précieusement. Aujourd'hui, j'ai réussi à accomplir ça. En termes de sentiment d'efficacité, c'est futile, là, mais au niveau du mindset, ça peut changer beaucoup de choses. Je compléterais avec cette petite stratégie-là. Puis le sentiment de contrôle aussi, sentiment d'autonomie. Le besoin d'autonomie, c'est un besoin fondamental. Puis Émilie a nommé des éléments par rapport à ça. Tout au niveau de la planification, c'est une façon d'augmenter le sentiment de contrôle. On met des plages dans l'agenda, on prend la décision de façon autonome et assumée que là, je vais faire telle tâche dans mon agenda, je vais rédiger. Et le sentiment de contrôle aussi va venir du fait que des fois, un mois, c'est trop loin, même si on sait qu'on a des livrables dans un mois, mais de focusser sur le mois à venir, on peut avoir le sentiment qu'on est en train de perdre contrôle. Donc, de le décortiquer dans les plus petits moments possibles pour rester, quand c'est possible de le faire, dans le moment présent, idéalement la journée même ou à la limite la semaine, mais de focusser puis de prioriser qu'est-ce que je contrôle aujourd'hui. Aujourd'hui, je contrôle, je prends la décision que ces 3 heures-là, je rédige. Je ne fais pas autre chose. Fait que de se ramener un petit peu plus près, dans le plus court terme, augmente le sentiment de contrôle et peut aider. C'est ce que j'ajouterais pour compléter ce que mes collègues ont dit, qui était fort riche. Super, merci beaucoup. Je vais céder maintenant la parole à Marie-Tou pour conclure sur la motivation. Oui, il y a tellement de choses qui ont été dites. Je pense que tout a été dit. Je vais juste peut-être contextualiser sur, par exemple, en fait, durant nos études, on ne prend pas le temps de réfléchir sur ce qu'on fait, de lui donner un sens, en fait. On le fait souvent après la soutenance. On ne voit pas, en fait, ce qu'on fait, qu'est-ce que ça peut représenter pour nous. En tout cas, moi, de ma part, c'est peut-être à la fin où je me suis dit, attends, ce que je fais, pourquoi? Parce que je pense que c'est comme normal, durant le doctorat, à un moment donné, de vouloir arrêter. Je vais poser cette question parce que c'est tellement difficile qu'on veut arrêter. Mais c'est là qu'on sait qu'on est vraiment dans le doctorat. Là, on fait un doctorat quand on veut arrêter. Donc, c'est sûr que c'est en réfléchissant souvent à dire, mais ça représente quoi pour moi,
ce que je fais, c'est tellement important parce que moi, quand j'ai su que aller sur le terrain, faire une recherche qualitative, rencontrer plein de gens que je ne connaissais pas, qui ont pris le temps de me parler, qui m'ont donné en fait des informations riches. J'étais comme une privilégiée. Je me suis vue comme ça, puis je me suis dit, non, je ne dois pas abandonner. Il faudrait que ça aboutisse à quelque chose, sinon ces gens-là ont pris juste du temps inutile pour moi. Donc ça a été vraiment à la fin une source de motivation de dire ça doit être un projet abouti parce que je ne le fais plus pour moi-même. J'ai des contraintes, j'ai plein de choses, mais je le fais aussi pour ces gens-là qui, c'est leur parole que je vais peut-être retranscrire d'une autre façon. Donc ça, c'est vraiment important. Puis le sentiment d'accomplissement aussi, c'est peut-être récemment que je me suis aperçue quand je fais mon CV, avec une conseillère, je me suis aperçue que j'ai fait plein de choses durant le doctorat, mais que je n'ai jamais valorisé ou c'est comme j'avais même tendance à les enlever de mon CV. Puis là, elle me dit non, mais tu as vu ce que tu as fait, tu as eu 2 enfants, tu faisais un doctorat, tu as fait tout ça. Donc, il y a ce sentiment d'accomplissement en fait qui vient avec ça. Puis de se dire, c'est vrai, peut-être si j'avais cette réflexion aussi, durant mon parcours même, ça peut-être aurait boosté mon estime de soi, ça aurait boosté plein de choses, ma motivation, que je faisais quand même des choses utiles, que je ne me rendais pas compte que j'étais dans des associations, je faisais des trucs qui m'intéressaient. Donc, c'est important alors de ne pas juste aussi rester, moi, je n'ai jamais voulu ça, rester par exemple, dans ma thèse de doctorat, seulement travailler sur ça. J'aimais vraiment être dans les associations étudiantes, organiser des trucs. J'aimais des trucs modérés. Je ne vais pas prendre des responsabilités qui dépassent mes heures, mais j'aimais vraiment faire autre chose que ma thèse de doctorat seulement parce qu'à un moment donné, ça me rendait bête. Disons ça comme ça. Ça me rendait limitée cognitivement. Mais quand je faisais d'autres choses en plus, ça peut être un projet de recherche sur lequel je travaille, ça m'ouvrait l'esprit. Puis quand je reviens sur ma thèse, genre 2 jours, 3 jours, je me trouvais fraîche à repartir sur cette thèse-là. Mais je suis très, très d'accord avec ce qu'Émilie avait dit tout à l'heure, de dire de ne pas attendre, surtout dans la rédaction, des moments très longs. C'est toujours un recommencement, mais pas seulement de lecture, mais de réflexion, parce qu'on se pose toujours des questions, même en mettant les corrections pour aller déposer ma thèse, je me pose des questions. Est-ce que je dois retoucher ça? Non, c'est fini, Marietou. C'est une thèse validée, soutenue, c'est prêt. Qu'importe ce qu'il y a dedans, c'est comme ça que ce sera déposé. Donc, cognitivement, on est toujours on a toujours tendance à se reposer des questions, de dire est-ce qu'on va approfondir, est-ce qu'on va ajouter des articles scientifiques? Non. Donc, c'est pour ça que espacer trop la rédaction peut nous amener aussi à des choses, à plus de tâches, à plus de choses qu'on ne devait pas faire. Parce que l'essentiel, c'est aussi terminer. On m'a toujours dit une bonne thèse, c'est une thèse qui est finie. Marietou, une bonne thèse, toutes tes réflexions de vouloir changer le monde, tu ne changeras pas le monde quand ce n'est pas fini. Donc ça, finalement, je l'ai comme intégré et je pense que c'est intéressant, oui, de dire à un moment donné, même si ce n'est pas parfait, ça reste quand même une contribution importante. Parfait, merci beaucoup. En ce qui me concerne, vraiment tout ce que vous avez dit, là, vous 4, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas résonné vraiment fort pour moi. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi nous qui ont des questions, qui ont des thèmes qu'ils aimeraient approfondir. Bon, il y a quelqu'un qui me quitte, d'accord. Sinon, moi, ce que j'aurais à proposer, étant donné qu'on approche de 6h30, j'aurais comme envie d'ouvrir la discussion vraiment plus générale, puis de passer à discuter de façon générale de tout ce qu'on a ouvert comme sujet ce soir. Puis pour ça, je vais passer la parole à Asma. En fait, merci beaucoup. J'aimerais remercier avant de continuer. Merci beaucoup, c'est tellement intéressant, mais j'ai une question personnelle. C'est pas toujours, en fait, on trouve des motivations, on trouve un certain temps, mais est-ce qu'on peut trouver des trucs comme organisationnels? Comment on peut organiser comme standard?
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment très organisé, surtout avec la vie de famille, tout ça, mais des trucs standards que l'étudiant doit suivre pour assurer la motivation de rédiger chaque semaine, car moi, ça m'arrive qu'une semaine, je rien dans ma thèse, mais avez-vous des trucs, par exemple, c'est ça, de standards que l'étudiant doit suivre ou doit les respecter? Tout de suite. Je laisse à Émilie. OK, vas-y. François. Non, François. Non, allez-y. Non, moi, je vais juste dire un truc. Durant mon mémoire de maîtrise, quand je l'écrivais, j'étais enceinte. Motivation, c'était plus dormir que je voulais écrire ou faire quelque chose. Et ce que disait Émilie tout à l'heure, c'est souvent juste notre environnement, ça peut aussi jouer sur notre motivation, notre environnement, là où on est et tout. J'avais adopté dans les cafés, donc je changeais de café à un autre, mais c'est sûr, le matin, mon jeu me dit, il ne faut pas dormir, sors d'ici. Donc, je sortais juste parce que je vais m'endormir et je ne vais pas écrire, alors que j'avais un objectif, c'est-à-dire finir mon mémoire avant vraiment d'accoucher. Donc, tous les jours, j'allais dans les cafés, mais les cafés, c'était motivant. Avec la musique de fond, ça m'a laissé éveiller. Puis, je voyais les gens passer. Souvent, quand je veux prendre des pauses, c'est vraiment regarder les gens, la nourriture que je sentais. Donc, ça m'apaisait quand même. Puis, j'arrivais à écrire. C'est comme ça que j'ai fait durant 3 mois pour écrire tout. Donc, je pense que contrôler son environnement, ça peut être quelque chose de cela. Je vais laisser des autres. C'est drôle, Maritou, j'étais en train d'écrire, mais là, je vais le dire à haute voix. Moi, incapable d'écrire dans un café, le bruit. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il faut se respecter chacune sur c'est quoi nos conditions favorables à nous de rédaction. Puis, je pense que c'est vraiment la clé là, du succès. Puis, tu sais, quand je disais tantôt, mettez-vous des périodes comme ça, bien, si vous, finalement, vous préférez le samedi pendant 10 heures, c'est correct aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas préférable parce qu'à un moment donné, après 5 heures de rédaction dans une même journée, on est épuisé. Mais si vous, ça fonctionne puis c'est ce que vous aimez, respectez-vous là-dedans et faites-le. Donc, c'est drôle là, de voir vraiment les environnements favorables, c'est pas les mêmes pour chaque personne. Peut-être que tantôt, quand j'ai décrit le laboratoire de recherche avec rien d'autre qu'un ordinateur, il y en a peut-être qui ont dit « Ah, moi, ça me démotiverait d'aller travailler là. Je préfère travailler dans un environnement où il y a des plantes. » Donc, c'est vraiment chaque personne est différente. Puis je pense qu'il faut apprendre à se connaître puis tester plusieurs choses. D'aller tester parce que souvent, les gens sont surpris de tester des modes de fonctionnement, de rédiger avec d'autres personnes. Ils pensent qu'on va comme pas travailler, mais si vous avez des règles fixes puis vous dites, ben non, là, c'est fini, là, on arrête de jaser, on commence la période de rédaction, ben ça va avancer vos affaires puis vous allez aussi vous motiver avec d'autres. Donc, il faut se respecter dans tout ça. Puis, je vais peut-être poursuivre aussi, mais dans chaque institution universitaire, il y a quand même, de toute manière, le lien, on en a parlé quand même à travers notre rencontre de ce soir, mais le lien avec la direction, puis chaque institution aussi ont des cadres, un peu des politiques en lien avec des échéanciers qu'on doit quand même respecter quand on est en action, mais aussi dans notre projet d'études de cycle supérieur aussi. Tout ça, ça se dit quand même aussi avec justement la direction qui nous accompagne dans notre projet. C'est une discussion qui peut s'ouvrir, donc ça peut nous aider justement à donner un certain cadre, une certaine structure ou une organisation de base, dépendamment, mais c'est pas nécessairement lui qui va, c'est la direction qui va qui va planifier, organiser le tout, mais au moins donner comme un échéancier, une façon régulière avec des suivis, mettons, peut-être plus serrés pendant un certain temps si on en a besoin à ce moment-là. Donc, c'est des thèmes, c'est des sujets qui peuvent quand même être abordés avec notre direction aussi, je pense. Ça, c'est quand même important. Au niveau Asma, la question était est-ce qu'il y a quelque chose, je voudrais, étant extérieur au milieu universitaire, pour l'instant, je ne voudrais pas prétendre que c'est ça qu'il faut faire, mais je peux partager par contre ce que je vais donner comme relation à quelqu'un pour s'organiser.
Puis je dirais qu'il y a il y a comme 3 questions à se poser. Le quoi, puis là, par semaine, mettons. Quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire comme semaine? Et ça pourrait consister à faire la liste des tâches à faire cette semaine. Le comment je vais faire ça? Et là, dans le comment, il faut aller voir c'est quoi les ressources que j'ai cette semaine. Les ressources, c'est le temps disponible. J'ai combien d'heures à consacrer globalement dans ma semaine à ces tâches-là? Puis vous pourriez rentrer toutes les tâches, les tâches familiales, les tâches personnelles. C'est quoi le temps que j'ai disponible pour réaliser ces tâches-là? Fait que ça, c'est une des ressources, le temps. Fait que là, on veut-tu faire 50 heures cette semaine ou 30 heures, ça serait bien correct. Là, fait que c'est quoi le temps? L'énergie, c'est une autre ressource. L'énergie, on a parlé des cycles. Tantôt, de considérer, bon, le matin, j'ai de l'énergie, le soir, c'est pas bon pour moi. Fait que ça va venir dicter un peu le comment. Puis je dirais, l'intérêt va venir jouer aussi, de dire là, si j'ai fait ma liste de tâches, puis ça pourrait être un code de couleur. Là, rouge, c'est vraiment peu stimulant pour moi. Jaune, c'est comme passable, puis vert, ça, je trippe. C'est le fun, c'est stimulant. Fait que ça, c'est une autre ressource, c'est l'énergie, l'intérêt qu'on a pour la tâche. Et là, maintenant, après ça, il faut tenir compte aussi des contraintes. Là, c'est comme très mécanique, là, mais ça peut être une façon de structurer les tâches. Je dis, bon, j'ai des ressources, mais j'ai aussi des contraintes. C'est quoi les contraintes? Et là, j'ai marqué le contexte. Maritou, Émilie parlait aussi de cet élément-là, de trouver le bon contexte pour soi. Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est dans le silence? C'est quoi les ingrédients que j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire? Puis, c'est quoi les autres contraintes, toutes les autres obligations? La rédaction, par exemple. Le but de cet exercice-là, c'est d'avoir la vue la plus claire de ce qui est en jeu cette semaine. Là, à partir de ça, bien là, on peut venir placer le tout dans l'agenda, de dire, écoute, cette tâche-là, là, c'est rouge, ça va me demander de l'énergie, il faut que je sois dans les bonnes contraintes. Idéalement, bien, écoute, ça, c'est le mardi matin, que les conditions sont réunies pour être capable de plus facilement faire cette tâche. Fait c'est une mécanique, un peu une méthode qui aide à voir clair, puis qui aide après ça à venir placer les blocs dans l'agenda de façon plus efficiente, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer. Bélanie, as-tu une question? Peut-être après, je peux poser ma question. Ben oui, parce qu'on parlait même à travers la motivation, qu'un des enjeux, c'était donner du sens, puis peut-être éventuellement revenir au grand public, aux participants, participantes, ou pour qui on faisait la recherche, ou pour qui avait participé. Puis là, on parle aussi de distribuer sa semaine, ses activités. On a parlé des pauses, d'accorder un espace à une vie sociale, une vie familiale, même des activités sportives. Je me demandais soit vraiment du point de vue académique, réussite strictement des scolaires, puis terminer son doctorat, puis même pour favoriser une réussite professionnelle, là, que ce soit en dehors du doctorat. Est-ce que vous aviez une règle du pouce de combien de place ça devrait occuper, des proportions, comme si on regardait sur un pie chart? On devrait accorder combien de temps? Parce que ça a été un enjeu de ne pas prendre ses pauses, mais à quelle place ça doit prendre chacune des activités, s'il y a une règle du pouce à donner à ça? Mais je pense que j'aurais besoin je pense que moi, personnellement, je ne comprends pas bien la question, je pense. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à donner des éléments de réponse. La règle du pouce sur la place des pauses? Des pauses, ouais, de l'activité physique ou de la vie sociale, parce que c'est sûr qu'on se rajoute beaucoup d'heures, puis on se dit, il faut que je fasse aussi l'effort de revenir vers le grand public. Fait que c'est des heures en plus qui se rajoutent, puis jusqu'où on peut considérer que là, ça, c'est plus tant mes tâches professionnelles. Bon, j'aime beaucoup ça, fait qu'on peut le considérer comme un loisir, mais combien de temps on peut accorder de façon raisonnable à tout ça? À chacune de ces sphères-là, dans le fond. Oui, exactement. Pour être en équilibre, c'est ça? OK, merci. Ouais. J'avais pas bien saisi. Je ne sais pas si mes collègues voulaient
je viens de parler, je céderai la parole peut-être à mes collègues, je compléterai. Bon, Oui, ça va, vous me faites... OK, Marito? Non, je voulais juste dire que ça dépend, souvent, ça dépend des périodes. En tout cas, moi, ça dépendait des périodes dans lesquelles je me trouvais, période de rédaction, période de collecte. En fait, pour moi, les études supérieures, c'est vraiment des différentes périodes où c'est différent, comment on se sent, puis le temps qu'on a, par exemple, pour la période de collecte de données, pour moi, c'est vraiment des périodes où j'ai vraiment beaucoup de loose, je peux faire plein de choses. Période de rédaction, je suis tellement dans ça me prend la tête que plusieurs choses que je faisais, je les diminue quand même. Donc, je pense que c'est dans quelle période on est, puis qu'est-ce qu'on priorise le plus. Mais je me dis, s'il y a d'autres choses à faire à part, c'est bien. Par exemple, sport, là, moi, je ne suis pas faire du sport tous les jours ou toutes les semaines, mais que c'est bien pour dormir. Pour bien dormir la nuit, je me prends une corde, je vais être obligée de le faire parce que je sais que ça va bien me faire dormir, donc serai obligée de le faire le soir pour bien dormir. Donc, il y a des choses que je ne suis pas très régulière, mais à un moment donné, je dis, j'ai besoin de cette pause-là, je vais prendre ça, je vais le faire parce que ça va me faire du bien, puis c'est ça. Je peux peut-être poursuivre un peu aussi. C'est ça, c'est d'arriver, des fois, c'est étonnant, mais c'est même si on fait une activité qui est importante pour nous et qui fait du sens, tellement que l'autre prend de la place, c'est les premiers trucs qu'on met de côté. Fait que des fois, il faut comme arriver à se forcer malgré tout, mais en termes de... Je pense pas que ça soit obligé d'être si grand en termes de temps, en termes d'heures, si on peut dire ça comme ça, mais il faut quand même que l'activité, on se sente compétent, on se sente bien dans ce qu'on fait, on sent que c'est sûr que si j'expérimente une nouvelle activité, c'est peut-être moins bon parce que je me réexpose à d'autres choses, mais si je sais pas, moi, anciennement, je faisais plus de natation, d'aller nager, peut-être juste une petite heure, ça peut être suffisant, mais c'est normal qu'au début, ça ne sera pas l'activité qu'on va tenter de privilégier, mais c'est après coup qu'elle peut peut-être être plus bénéfique. Peut-être, c'est ça, des fois, de forcer un peu, même à la méthode Pomodoro. On se force quand même, c'est dans notre horaire, puis on y va parce qu'on sait, puis on sent que c'est important pour nous. Puis on sait que ça va être porteur pour la suite. Et puis, d'être uniquement, puis j'aimais bien l'exemple là, des différentes sphères de vie aussi, là, tantôt qu'on abordait, mais d'être uniquement dans une zone, je pense pas que ça soit tant profitable au final. Puis c'est un peu là-dedans aussi, puis d'écouter un peu notre corps face à tout ça, parce que c'est beaucoup demandé à notre corps quand même. Fait que, donc, des fois, de se forcer à le faire, même si c'est pas si long, ça peut être profitable. Puis c'est au même titre de ce qu'on se disait, des fois, on n'est pas obligé de dire, OK, je prends une journée complète parce que là, la bouchée va être trop grosse, on ne le fera pas. Des fois, c'est peut-être juste mieux même d'aller prendre une petite marche à l'extérieur, quitte à ne pas y aller du tout. Là. Donc, bref, c'est ce que j'avais dit. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de variabilité individuelle par rapport à ça, en ce sens qu'il y a des gens qui sont capables de travailler de plus longues heures que d'autres. Il y a vraiment beaucoup de variabilité. Fait que là, je ramène à l'importance d'être à l'écoute de soi, d'être capable d'identifier, OK, là, ça en est trop, là, je ne suis plus capable de me concentrer. J'ai des signaux qui me disent que là, c'est le temps que je prenne une pause. Puis au-delà d'un certain nombre d'heures par jour, on n'est réellement plus efficace. Il vient une limite là, à notre capacité à être absorbé vraiment beaucoup. Des fois, on n'a pas le choix, il faut le faire, il faut faire plus d'heures, même si on sait là, que c'est moins rentable. Là, mais fait qu'il y a réellement un nombre d'heures au-delà duquel, là, ça varie d'une personne à l'autre, mais je pense qu'il y a des études qui disent que c'est 5-6 heures. Après ça, notre capacité dans la journée va baisser. Peut-être que vous avez d'autres études qui pourraient compléter. Si vous avez des informations, je serais curieuse, mais en organisationnel, en tout cas du moins, c'est ce qu'on dit souvent. Fait que, mais c'est ça. Il y a beaucoup de variabilité individuelle. Puis, je pense qu'on est le même humain dans toutes les sphères de notre vie, puis de plus en plus, je disais tantôt, tout se retrouver dans le même tiroir, puis les frontières sont devenues poreuses. Je pense qu'il y a quand même eu un apprentissage qu'on a pu tirer de ça. C'est qu'on est le même humain partout. Avant, on avait cette tendance-là à percevoir qu'il y avait des cases. Puis là, on a vu qu'on est capable de fonctionner, même si c'est le chaos dans le tiroir. On a été capable de donner, de se structurer à cause de la pandémie, ce que ça a permis.
Fait que ça, je dirais que c'est ça. Puis je pense que ça va varier d'un individu à l'autre. Ça va varier pour nous d'une journée, d'une semaine à l'autre, dépendant des objectifs, tout dépendant des besoins. Je pense que ça passe par l'écoute. Mais il y a le point d'écoute de soi. Mais il y a un point qui demeure, comme François le disait, c'est qu'il faut nourrir l'ensemble des sphères de nous. Là. Comme on a la tête, il y a le corps, il faut nourrir le corps, il faut nourrir le cœur. Pour moi, le cœur, c'est gérer ses émotions, mais c'est aussi être en relation avec les autres. C'est ça, c'est vraiment important de le nourrir. Puis vous l'avez nommé au début, hein, plusieurs d'entre vous, là, qu'au début, là, ben, la rédaction fait qu'on vit de la solitude. Puis là, ajoute ça une pandémie, là, où on a déjà dit, non, vous restez chez vous, puis on se tient loin. Là. Ça a été vraiment, vraiment usant, ça. Donc, il faut prendre le temps de le faire. Quitte à ce qu'il faut que ce soit dans l'agenda, ben on le met dans l'agenda. Je vais prendre une marche avec mon ami, je vais prendre un café avec tel autre pour s'assurer de le faire. Merci beaucoup. Peut-être je vais terminer avec une dernière question en fait. D'après vous, comment on peut faire face au syndrome de l'imposteur chez certains étudiants du cycle supérieur, sur faible estime de soi? Avez-vous rencontré des étudiants comme ça, des trucs pour surmonter ou dépasser ce syndrome? Je sais qu'il ne peut pas le faire tout seul, mais selon vos expériences, comment faire face à ce syndrome? Moi, je pense que je connais pas grand monde qui ne vit pas ce syndrome de l'imposteur arrivé au doctorat. Tu es dans le premier séminaire, première journée, puis il y a toujours quelqu'un qui lève la main, puis qui nomme un auteur. Puis là, tu es comme, j'ai pas lu ça. Là, dans son intervention, il a dit que c'était un auteur important en éducation, puis je l'ai pas lu. Mais il disait pas pour me faire sentir mal, il disait juste ça pour jaser, puis pour alimenter la discussion. Mais là, tu te sens, OK, il y a ça que je sais pas, il y a ça que je sais pas, il y a ça que je sais pas. Mais c'est normal parce que quand on arrive au doctorat, c'est des étudiants qui viennent avec des bagages tellement diversifiés. Puis il faut juste assumer qu'on ne peut pas tout savoir, puis être à l'aise avec ça, puis dire, ben moi, j'ai d'autres intérêts de recherche, ça, je ne sais pas. Je vais être curieux, puis je peux pas tout lire non plus. C'est-tu si grave que ça si j'ai pas lu tel auteur ou si je ne sais pas telle chose? Parce que sinon, on tombe vite dans le « je suis pas légitime d'être ici ». Puis ce que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est que moi, je pense que la seule qualité ou la seule chose qui est importante pour réussir un doctorat, c'est d'être travaillant. Parce que si tu veux le faire, puis que tu vas lire, que tu vas aller faire des résumés, même si tu ne sais pas comment faire parce que tu n'as pas appris ça auparavant dans ta vie, ben, tu vas aller suivre une formation. Je ne me rappelle plus qui disait ça tantôt. Là, je pense que c'est François. Il y a des ressources pour diverses choses pour apprendre. On est là pour apprendre. C'est normal qu'on ne connaît pas tout au début de notre doctorat, au début du processus. Puis même vers la fin aussi, on ne connaît pas tout. L'apprentissage, c'est un chemin sur toute une vie. Puis moi, il n'y a rien qui m'insulte plus que mon père qui me dit souvent, « Émilie, moi, à mon âge, on n'apprend plus. » Ben non, mais pourquoi? Il faut arrêter d'apprendre à 65 ans. Pourquoi? Hein? On peut toujours continuer à cheminer. Mais au doctorat, que vous ayez 25 ans ou 48 ans, j'ai des collègues qui ont commencé leur doctorat à 60 ans. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout connaître, même quand on est plus âgé ou quand on est jeune, mais encore plus, il faut se laisser le temps d'apprendre. Donc, ça, ce sentiment d'imposteur-là, je l'ai tellement vécu, puis je le vis encore. Je veux dire, quand j'arrive dans un nouveau comité, je ne connais pas les processus, je me sens moins légitime d'être là, ben il faut surmonter ça puis se dire, ben c'est normal, c'est ma première fois dans ce comité-là, je vais l'apprendre. Donc, il faut avoir cette bienveillance-là. Puis là, je le dis que j'étais bonne, là, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Puis je l'ai vécu souvent, un sentiment d'imposteur dans ce domaine-là. Puis au doctorat, surtout parce qu'on est avec des gens très, très cultivés, très instruits, très brillants. Donc, il faut être une éponge puis aller chercher ça. Puis, mais il ne faut pas toujours se comparer non plus parce que nous aussi, on a des forces. Puis des fois, c'est d'autres choses. Voilà. C'est tellement vrai ce qu'elle dit parce que, François, excuse-moi, je suis toute étonnante.
tellement vrai parce que souvent, on a aussi cette culture à l'université de dire un bon doctorat, c'est parce que tu connais tout avec les revues qu'on fait. Moi, jamais, je ne suis pas d'accord avec ça parce que même si tu as lu tout, tu as fait une revue systématique, tu as fait je ne sais pas quoi, il y a toujours des articles ou des études qui t'ont échappé quelque part, qui sont faites en espagnol, qui sont faites en chinois, qui sont faites en... On peut en finir là, des trucs, c'est pas juste en français ou en anglais que ça se passe dans d'autres langues, il y a des choses qui sont développées autres. Donc, cela, c'est vrai, surtout moi, ça m'a stressée, surtout à la fin, c'est surtout à la fin, durant la soutenance, où on te pose la question, est-ce que tu as lu tel auteur? Ben non, je ne l'ai pas lu, puis tu as genre un peu honte là de ne pas lire cet auteur, mais il faut juste se faire l'idée que c'est un doctorat, ce n'est pas un tour du monde là qu'on est en train de faire, c'est sur un sujet précis, puis c'est juste une étape dans notre vie, ce n'est pas la fin de notre vie aussi, qu'on chemine après vers d'autres choses, et c'est après, je n'ai jamais su ça. Durant le doctorat, on nous met dans la tête, bon, je le dis on, parce que c'est comme une culture académique, c'est comme si la fin, c'est là, notre fin de vie, là, c'est vraiment le doctorat. Il n'y a plus rien après le doctorat, c'est la fin du monde. Puis après le doctorat, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses que je me suis tellement immergée dans mon truc que j'ai oublié tout ce qui restait autour, là, que je dois apprendre. Puis moi, en donnant des cours sur des sujets que j'ai développés dans mon doctorat, je vois tellement de choses, je dis, oh my God, ça va prendre un autre doctorat. Et là, je suis juste une personne, je vais laisser aux autres de continuer les doctorats. C'est ça. Tu peux tirer, Madeleine? Ah. Super, vraiment intéressant. Puis, je n'ai pas grand-chose à ajouter plus que ça, mais ce qui se passe en ce moment, ça permet de normaliser. Je pense que pour le syndrome de l'imposteur, c'est que on ne se sent pas toute seule à se sentir comme ça. C'est vraiment bien ce que vous organisez, bref. Aussi, on a parlé beaucoup d'être en action, en accord avec ce qui est important pour nous. Puis l'action, il ne faut pas nécessairement qu'elle soit si grande, parce qu'on risque de se mettre en danger, mais une petite action, c'est pas le fun, c'est pas agréable, mais on va y arriver. Vous m'avez fait dans le passé. De reconnaître ce qu'on a fait dans le passé aussi, c'est important. De voir qu'on a réalisé déjà beaucoup de trucs et de savoir que ça demande beaucoup de courage pour prendre une petite action puis aller vers ce qui semble peut-être un peu plus effrayant. Donc, le sentiment d'imposteur, ça s'appuie sur des fois un doute par rapport à notre sentiment de compétence. Donc, de quand même y aller le doute ou l'incertitude, ça demande énormément de courage, mais on n'est pas obligé de se mettre tout de suite en posture où ce que c'est trop grand, mais un choix d'action qui nous sort de cette zone-là, mais qui nous permet de grandir, ça, je pense que ça fait toujours la job. Donc, c'est tout. En tout cas, moi, ça me fait du bien de vous entendre parce que ce sentiment-là de ne pas avoir lu un auteur, puis moi, j'ai de la misère à me souvenir des auteurs. C'est épouvantable. Je sais l'étude, le résultat, mais l'auteur... Puis ce sentiment de me dire, mon Dieu, ben non, je ne l'ai pas lu, lui, j'aurais-tu dû? Puis je ne sais pas si vous êtes dans des domaines où ça évolue vite en psychologie. Une semaine, il y a une étude, on commence à comprendre le cerveau. La semaine d'après, il y a une étude qui dit le contraire. La semaine d'après, il y a une... Fait que merci, ça me fait du bien, moi aussi, ce que vous partagez. Parce qu'après 20 ans à étudier l'humain, le doctorat sur le terrain, je vais le nommer comme ça, je continue d'avoir des doutes. Mais il y a une chose que je peux peut-être vous dire, c'est que en même temps, les doutes, c'est sain. Il y a des gens, il y a des études aussi qui démontrent que les gens qui n'ont pas de doute et qui ont une estime gonflée à bloc, on n'en veut pas tant que ça autour de nous. Quelqu'un qui... Souvent, ça va faire des gens qui ont, au plan relationnel, manque d'empathie, Là, je parle de quelqu'un qui serait vraiment très, très fort, gros estime de lui. Pour moi, à mon sens, le doute, il est sain, puis notamment dans un contexte où on étudie, le doute propulse, le doute un doute sain, je ne parle pas d'un doute qui paralyse, mais le doute nous éveille la curiosité pour aller chercher de l'information, valider notre perception, Fait que pour moi, un doute, somme toute, pas nocif, c'est sain et c'est même souhaitable. Puis le syndrome de l'imposteur, c'est
à la base, là, c'est un biais cognitif. C'est le fait, c'est la croyance fondamentale que je ne suis pas à la hauteur, que les autres sont meilleurs que moi. On s'en rend compte à un moment donné. Hein, ça va sortir, le lapin va sortir du chapeau. En tout cas, à un moment donné, on va me découvrir. Et donc, cette croyance-là, quand on a le syndrome de l'imposteur, on tend à la confirmer. Donc, tout ce qui vient confirmer que je ne suis pas à la hauteur, mon attention va focuser là-dessus et j'oublie, je tasse du portrait tout ce qui viendrait invalider cette croyance-là. Puis, tu sais, des biais cognitifs, on en a tous, là, il n'y a rien de plus humain. Mais pour se sortir un peu du syndrome de l'imposteur, c'est de prendre conscience de cette croyance-là, puis de quelle façon j'interprète ce qui m'arrive. Pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Fait que quand on a le doute, on se dit, je vais-tu être capable, je ne suis pas à la hauteur. Ben oui, regarde, dans telle circonstance, ils m'ont demandé cette hauteur-là, puis je ne savais même pas c'était qui, je ne le connaissais pas. Regarde, c'est la preuve que je ne suis pas à la hauteur. De faire un effort conscient de dire, OK, mais de quelle façon je suis à la hauteur? Dans mes réalisations, dans ce que j'ai compris, dans ma façon dont je suis en train de faire avancer la science en ce moment, mes bons coups, de faire un effort conscient pour aller invalider la croyance qui nous fait nous sentir pas bien, puis qui nous fait nous sentir comme un imposteur. C'est ça, des biais cognitifs, c'est d'en prendre conscience, puis volontairement aller chercher de l'information qui vient nous dire autre chose. Enfin, c'est ce que je vous donnerais comme petit truc. Merci infiniment, c'est tellement très riche notre discussion ce soir, mais je ne sais pas si mes amis ou d'autres des participants ont d'autres questions. Il reste presque 6 minutes. OK. Je dis que j'aurais besoin de regarder la rediffusion. C'est tellement intéressant que j'aimerais bien le regarder. Merci infiniment pour votre présence avec nous pour 2 heures. C'est très riche. Merci à mes collègues pour l'animation aussi. Merci à tous les participants qui ont assisté avec nous. Je vous laisse dire le dernier mot, si vous voulez. Donc, je me lance. De mon côté, merci de l'invitation, puis bravo pour l'initiative de ce que vous faites là, avec la série. Donc, on a parlé beaucoup de briser l'isolement, ça en fait partie, puis de normaliser les situations, des défis qui peuvent se présenter. Donc, c'est clair que ça a un impact. Là. Donc, merci pour ce que vous faites, puis bonne suite dans vos projets. Et moi, je vous souhaite bonne chance dans votre rédaction. Je m'excuse, j'ai focusé là-dessus parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun qu'il y ait des intervenants avec d'autres perspectives parce que ça nous a amené aussi ailleurs. Mais je vous souhaite de vous entourer de personnes qui vont vous faire aimer votre parcours au doctorat parce que pourquoi il faut souffrir pour être au doctorat? Pas d'accord avec ça, moi. Ça peut être plaisant. Je seconde mes collègues. Merci de l'invitation. Merci de m'avoir permis d'être avec vous aujourd'hui. Bravo pour l'initiative. Puis on parlait de sens tantôt, là. Moi, ça, être là, réfléchir comment on peut être mieux, comment on peut gérer le stress, pour moi, il y a énormément de sens dans ma contribution à moi. Fait que je vous dis merci de m'avoir permis d'être là avec vous. Et bonne continuité dans votre cheminement à chacun. Merci à tout le monde. C'était vraiment enrichissant. Merci de vos actions, de partager sur ça. En plus, une expérience récente pour moi. Donc, ça représente aussi beaucoup d'avoir essayé de faire un rapport avec mon expérience personnelle, juste pour contextualiser dans le but que ça soit plaisant aussi pour tout le monde. Donc, merci aux autres panélistes. C'était vraiment intéressant. C'est comme, j'étais en intervention, là. J'étais comme dans la salle de Marie-Ève, là, en train de recevoir. Mais c'était vraiment intéressant. Merci à vous. Puis félicitations, pas félicitations, mais bonne chance. Félicitations, j'espère que je vais vous le dire plus tard, là, rapidement, dans votre parcours, mais bonne chance dans l'écriture si vous êtes dans ça, dans le parcours doctoral et tout. Ça va finir un jour, hein? Merci beaucoup. Alors, je vous dirai bonne soirée et peut-être un jour on se voit personnellement, en personne.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Au revoir. Merci. Bye, tout le monde.